Ça y est, ça bouge. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le mug de l'été. On est en train de changer de matos, donc des petits problèmes techniques. Aujourd'hui, on va parler des résultats incroyables. Non, enfin des résultats d'Apple à la bourse notamment. Enfin, remarque, je ne sais pas si à la bourse les résultats sont si étonnants, mais en tout cas leurs résultats financiers, on en parlera. On parlera bien sûr de plein d'autres news tech. On parlera aussi du joueur du grenier et de son bras de fer avec YouTube, avec des rebondissements aujourd'hui. Tout ça, c'est dans le mug et je vous propose de lancer le générique qui est là. Alors, on m'indique que le son des génériques est un peu fort. Je les baisserai. Désolé pour vos oreilles. Merci Clément73 pour ton Prime. Merci beaucoup, 11e mois d'abonnement. Merci, merci à toi. Comment vous allez bien hein, aujourd'hui? Vous m'avez peut-être déjà... Oh, non, vous avez vu Pierre entre midi 30 et 14 heures qui vous a présenté le Twitch Achat, l'émission dont Twitch ne se remet pas. Eh bien, nous sommes ici dans le mug, une émission beaucoup plus sérieuse, mais c'est le mug de l'été, donc c'est un petit peu plus détendu. C'est une émission normalement qu'on fait à 8 heures du matin jusqu'à 9h30 tous les jours de la semaine. Mais ça, c'est pendant l'année. Là, nous sommes en pause. Nous sommes, voilà, oui, en pause estivale. Juillet, août, on reprendra mi-septembre, normalement, le mug dans ses horaires normaux. Donc, on vous fait un petit récap. Alors, c'est pas forcément un récap. On va dire les articles qui m'ont intéressé dans cette semaine, parce que les récaps, c'est un peu chiant à faire. Les articles sur lesquels j'ai tilté, des articles un peu sérieux, mais d'autres plus légers. Voilà, voilà. Pour le son, moi ça va, c'est avec les voisins que ça va être compliqué. Bah écoute, tu te démerdes avec tes voisins, je ne suis pas responsable de vos problèmes de son. Écoutez, on est en plein réglage, on a du nouveau matos, ce genre de choses. La chemise a disparu, mais non, tu confonds Pierre et Jérôme. C'est une erreur commune, hein, mais ça n'a rien à voir. Euh, Merci Oscar et Thomas pour ta proposition. Et c'est très gentil de ta part. Généralement, on n'accepte pas trop de travailler bénévolement sur des postes comme le cadrage montage. Parce que le bénévolat, à part effectivement pour une partie de la modération, pour des raisons qui sont un peu difficiles à gérer d'un point de vue administratif. Mais sinon, on ne travaille pas bénévolat. Pourquoi on adore que vous nous proposiez ça et on aimerait beaucoup, mais c'est très dur à gérer le bénévolat. Ça demande parfois plus de travail que ça n'apporte de solutions. Mais c'est très gentil de proposer. Karina est là, mais Karina, tu dois être en vacances. Non, elle n'est pas là, Karina. Non, 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 elle est en vacances. Elle ne regarde, j'espère qu'elle ne regarde pas le mug. Oui, Hugo est dans les locaux, il nous rejoindra, enfin dans les locaux ici à l'atelier Berthe, puisque c'est le nom officiel de cet atelier. Il nous rejoindra peut-être pour le débat avec le joueur du grenier, je lui expliquerai un petit peu la situation. Moi, je veux être ton fils, Jérôme. D'accord. Eh bien, écoute, ça restera dans ton univers de fantasmes, la Lilule. J'ai une petite question, si vous permettez. Non, les questions, c'est à la fin de l'émission, Sébi. Si tu as des questions techniques, c'est à la fin de l'émission. On va commencer par faire le déroulé des articles pour lesquels... J'arrive plus à faire un mug. J'ai perdu l'habitude. On va faire le déroulé des articles dont on va parler. Je vais essayer de vous afficher mon iPad. Alors là aussi, c'est expérimental. J'appuie sur le bouton. Ah, ça marche. On va parler effectivement de la croissance indécente d'Apple, avec une croissance à 2 chiffres portée par l'iPhone 12 et les déçus d'Android. Ça va faire grincer des dents dans le chat, je le sens venir. On parlera également du nom de dessert d'Android 13 qui sera tiramisu, une information hyper importante. On s'en pourlèche les babines. On parlera aussi de Facebook qui réduit la publicité ciblée pour les moins de 18 ans sans y renoncer totalement. Je vous expliquerai un petit peu
le tortillage des fesses de Facebook. On parlera de Microsoft 11. Pas de passe-droit possible. Il faudra un PC pleinement compatible pour pouvoir l'installer. Ça aussi, ça n'a pas fini de faire gueuler dans les chaumières. On parlera de Discord qui enfin, joie, accueille les threads, les fils de discussion. C'était une chose qui manquait à Discord. Beaucoup s'en plaignaient. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas rejoindre le Discord de Nowtech. On parlera également de la Switch, qui a un gros problème de surchauffe. Eh bien, Nintendo conseille de ne pas jouer en été. On dirait, on dirait une annonce Apple. Vous avez un problème d'antenne, c'est que vous tenez mal votre iPhone. La Switch a un problème de surchauffe, ne jouez pas en été. Le titre est un petit peu plus tactique, mais ça m'a fait rire. Nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Et nous terminerons justement par une grande tartine, un grand débat que je vais avoir avec vous. J'aurai Hugo aussi avec moi. On parlera du joueur du grenier qui prend une décision radicale après son coup de gueule contre YouTube. Je démêlerai un petit peu la situation et je ferai un petit peu l'avocat du diable. J'adore le joueur du grenier. Je trouve qu'il a raison dans l'absolu dans cette histoire. Maintenant, je vous expliquerai certaines choses et j'essaierai de me mettre aussi un petit peu dans la peau d'un dirigeant de YouTube pour expliquer certaines choses. Parce que je pense que c'est toujours intéressant de faire l'avocat du diable pour avoir plusieurs aspects, notamment dans cette histoire qui est très passionnelle et où les fans du joueur de grenier, c'est normal, se rangent tous derrière lui. Voilà un petit peu. Voilà pour les news du jour, j'espère qu'elles vous vont. De toute façon, j'en ai pas d'autres, je coupe mon iPad et je lance tout de suite le générique du Kawa et on commence. Alors désolé, effectivement, il y a une erreur dans les titres. Vous avez cru peut-être arriver dans le Twitch achat. Normalement, moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Normalement, j'avais actualisé le titre et il m'a laissé mon ancien titre de Twitch. Donc désolé si vous êtes déçus. Nous avons le replay du Twitch achat. Le Twitch achat a déjà eu lieu aujourd'hui. Pierre est rentré dans sa boîte et c'est Jérôme qui sort pour vous faire le mug là à 17h. Twitch a dû merder. C'est peut-être moi qui ai merdé aussi. Hein. Ne mettons pas tout sur le dos de Twitch. Même si on peut les charger. Hein. On peut le faire. Allez, on va commencer en parlant effectivement de hier soir. Apple a publié les résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal 2021. Et les résultats sont juste tout bonnement incroyables. 81,434 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une croissance de chiffre d'affaires de 36,44%. Ouf, c'est gros chiffre d'affaires. Mais vous le savez bien, le chiffre d'affaires ne veut rien dire. Parce qu'on peut dépenser plus qu'on ne gagne dans une société. Eh bien non, Apple affiche un bénéfice de 1,30 $ par action pour un total de 21,744 milliards de dollars de bénéfices. Ça va en faire des impôts s'ils les payaient. Hein? S'ils payaient leurs impôts, ça ferait des impôts. Hein? Pouh. Ça fait un peu d'argent de poche. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et ça, le bénéfice, c'est une progression, accrochez-vous, tenez quelque chose de solide à côté de vous, c'est une progression de 93,23% de progression des bénéfices. Apple, qui est déjà quand même une société qui a une réussite assez folle, on va dire globalement, je sais ça va être un peu dur ce que je vais dire, mais les résultats d'Apple sont devenus très spectaculaires, presque depuis la mort de Steve Jobs. C'est-à-dire, et c'est pas, je suis pas en train de dire que Steve Jobs gérait mal la boîte, mais Apple a pris une dimension en ajoutant des services, des trucs comme ça. L'iPhone a pris vraiment un plein essor. Tim Cook a rendu cette boîte une multinationale internationale.
Alors que Steve Jobs, qui a réussi à l'amener jusque-là, était quand même plus à l'aise dans un rôle de challenger et trublion du marché tech. Euh, donc on peut dire ce qu'on veut sur Tim et son manque de créativité, Apple n'innove plus. Ça, c'est les technophiles que nous sommes qui sont déçus d'Apple. Mais les financiers que nous ne sommes pas, eux, ils sont pas déçus du tout des résultats d'Apple. Et au contraire, ils adorent Apple. Voilà. C'est parfois la dissonance qu'on peut avoir entre notre perception des choses et la réalité des choses. Apple semble être sage dans ses innovations et être en retard sur Android, sur tout un tas de choses, mais ils vendent très très bien leurs produits. C'est un fait. C'est même pas une opinion d'Apple fanboy ou quoi que ce soit. C'est un fait dans les chiffres. Une augmentation de 36,44% du chiffre d'affaires et de 94% du bénéfice, ça veut dire tout un tas de choses d'un point de vue économique. Ça veut dire d'abord qu'ils font progresser leur chiffre d'affaires, donc ils vendent de plus en plus. Mais vu que leurs bénéfices augmentent aussi, ça veut dire soit qu'ils ont augmenté leur marge, soit qu'ils ont réduit leurs frais, c'est possible aussi, soit qu'ils payent de moins en moins d'impôts, pour faire un peu de polémique et un peu de vue. Mais voilà, dans l'absolu, c'est quand même des résultats assez spectaculaires. L'iPhone a cartonné, l'iPhone 12 a cartonné, il a rapporté 39,57 milliards de dollars contre 26,498 milliards l'année passée, soit une hausse de 49, allez 50% de hausse de vente de l'iPhone 12. Et je sais, hein, certains dans le chat sont en train de dire ouais, pourtant l'iPhone 12 il est vachement en retard sur ce qui, il est pas si bien que ça et tout. Il a cartonné, il se vend très bien, il a été très bien marketé, c'est un produit manifestement que les gens attendaient. Mais il y a d'autres phénomènes quand même qui rentrent en cause. Une croissance à 2 chiffres comme ça s'explique pas juste par un bon produit bien marketé. Ça veut dire que le marché change, ça veut dire plusieurs choses. Le message marketing d'Apple sur la sécurisation de la vie privée marche bien. Les gens, ils sont sensibles. Que ça soit vrai ou faux, c'est même pas, enfin, c'est un autre débat. Mais d'un point de vue marketing, l'angle d'attaque d'Apple qui, pour dire on se différencie d'Android parce que nous on protège la vie privée, c'est un angle qui, d'un point de vue marketing, est un angle extrêmement pertinent. Puisque le grand public, puisque c'est le grand public hein, qui veut... Enfin, si vous faites des ventes comme ça, c'est pas en vendant à la petite frange de technophiles que vous faites des chiffres comme ça. C'est parce que vous vendez au grand public. Et manifestement, le grand public a bien entendu le message d'Apple autour de la vie privée. Je pense qu'il y a aussi... Alors, ça, c'est Tim Cook qui le dit, donc c'est pas moi, ne tirez pas sur moi. Il dit, il y a eu beaucoup de gens qui ont abandonné Android. C'est des switchers qui ont abandonné Android et qui ont pris un iPhone. Alors, je le sais pour avoir fait quelques sondages que c'est le cas de certains d'entre vous avec l'iPhone 12. Merci Ulysse Dansin pour ton Prime. 10e mois d'abonnement et merci Ben Lasta aussi pour ton 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Là, je parle juste de l'iPhone. Hein. Je parle pas du M1 et quoi que ce soit parce qu'on n'a même pas le détail des ventes du M1. Là, on parle vraiment de l'iPhone 12 qui a cartonné, qui a vraiment vraiment cartonné. Et manifestement, un certain nombre de gens ont switché d'Android à l'iPhone. En tout cas, c'est comme ça que Tim Cook explique les ventes. Il l'explique aussi par l'arrivée de la 5G. Certaines personnes ont choisi l'arrivée de la 5G sur l'iPhone pour changer d'iPhone. Des gens qui avaient l'iPhone 6, iPhone 7 ou même plus bas que l'iPhone 6 ont dit bon bah c'est la bonne année, je prends l'iPhone 12. Donc ça a donné vraiment ce phénomène. Tim Cook est très optimiste pour l'avenir parce qu'il dit cette croissance à 2 chiffres ne s'est produite que dans certains pays. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans d'autres pays, Apple a encore un potentiel de croissance énorme. Mais Luca Maestri, qui, je sais pas qui c'est, mais il a prévenu, manifestement, c'est quelqu'un de chez Apple,
Il a quand même prévenu les journalistes, et par l'intermédiaire des journalistes, il prévient les marchés financiers, que les résultats d'Apple risquent d'être beaucoup, beaucoup moins bons l'année prochaine à cause de la pénurie des composants. La pénurie des composants n'a pas trop affecté, notamment les ordinateurs M1, etc., les sorties Apple récentes, mais par contre, ça risque d'être un problème pour les futurs iPads et les futurs iPhones. Ce qui veut dire que si Apple sort l'iPhone 13 ou autre nom en septembre et qu'ils ont une pénurie de composants, ils vont avoir une grosse demande sur les iPhones et ils ne pourront pas répondre présent parce qu'ils n'auront pas les produits. Ce qui est très mauvais pour une entreprise, ce qui est jamais bon. Faut pas croire que de faire croire à la pénurie, c'est bon pour une entreprise. Dans certains cas, oui, de créer une pénurie orchestrée, mais pour une boîte de la taille d'Apple, c'est très mauvais, au contraire, de faire croire à une pénurie, en fait. Voilà un petit peu pour les résultats d'Apple. Donc, les personnes qui, encore en 2020, dans cette chatroom, me prédisaient une très mauvaise année pour Apple, vous vous êtes plantés. C'est le directeur financier d'Apple, d'accord, merci. Directeur financier d'Apple, merci la chatroom de m'apporter cette information. Est-ce que vous... Alors, je vous dis pas est-ce que vous le saviez parce que vous avez peut-être lu les news, mais soyez honnête avec vous-même. Est-ce que vous prédisiez que l'iPhone 12 allait être une grosse réussite comme ça? Ok, c'est le DAF, c'est le directeur financier. La pomme a un très bon accord avec TSMC. Oui, mais ça suffira pas, manifestement. C'était un achat de confinement. Je sais pas. Oui, car nouveau design est 5G. Oui, car le premier iPhone 5G, la nouveauté après les gens. Je me suis dit, le jour où les iPhones seront un nouveau plat, j'en achèterai, envoyé depuis mon iPhone 12. D'accord. Je vais faire un petit sondage. Je vais faire un petit sondage, juste pour savoir qui a switché. Ils sont où les sondages? Gérer les sondages. Euh, Avez-vous switché? Putain, mais pourquoi il marche pas le clavier? Attends, nouveau sondage. Ok. Avez-vous switché d'Android à Apple cette année? Désolé, un clavier fait un vieux bruit de... C'est un clavier mécanique de gamer, pas vraiment adapté à la saisie. Attendez, je corrige mes fautes d'orthographe. Pas toutes, hein, parce qu'il faut en laisser quand même, question de crédibilité. Peut-être mettre une majuscule à Android et une à Apple, sinon je vais me faire engueuler. Android, Apple. Et je vais mettre réponse oui ou non. Il n'y a pas de nuance, hein, nous, dans nos sondages. Si vous n'êtes pas concerné, vous ne répondez pas au sondage. Voilà, c'est tout. Restez discipliné. 2 minutes, je commence le sondage. On va voir si, déjà dans notre chat, il y a eu des switches d'Android à Apple. Pour l'instant, nous avons 9 personnes, 12 personnes qui ont switché d'Android à Apple cette année. Et le non est à 39, mais quand même 29%. Pour l'instant, on est à 29% dans le chat qui a switché d'Android à Apple cette année. Ouais, cette année, allez au sens large. On va mettre 2020-2021. Vous avez le droit de répondre oui si vous avez switché en 2020. 25%, ça monte là, 27% avec 22 votants. 22 d'entre vous ont switché d'Android à Apple. Le sondage, il doit apparaître normalement dans le chat. Faites un refresh. Ou alors si vous n'êtes pas sur la bonne interface pour voir les sondages.
26%, c'est quand même vachement significatif, hein. Donc, même dans notre chat, j'attends quand même la fin du sondage pour être correct, mais quand même, on peut déjà dire qu'il y a un nombre significatif de personnes dans notre communauté qui regardent le mug aujourd'hui. Vous voyez, je prends toutes les précautions des conditions du sondage. Un échantillon assez représentatif de personnes regardant le mug d'aujourd'hui de notre communauté ou qui nous découvrent, qui ont switché d'Android à Apple cette année. Euh, Comment expliquer ce switch? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Euh, D'abord, comment dire ça? Très schématiquement, on va dire qu'Android plaît plus aux gens qui aiment bidouiller. C'est très schématique, je sais que c'est pas à 100% le cas maintenant. Euh, et que je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont arrivés à un âge où on n'a plus vraiment le temps, ni vraiment l'envie de bidouiller. On a envie d'un smartphone qui marche. Je pense que Apple a fait des progrès, lui, sur son ouverture. Je sais, ça reste une cage dorée, très fermée, mais Apple est un peu plus compatible, fonctionne un peu mieux avec le reste du monde qu'avant. Je pense qu'il y a des services Apple qui sont devenus extrêmement sexy. Je pense qu'il y a des accessoires autour de l'iPhone. Et je pense d'une manière générale que le discours sur la vie privée, une baisse de prix, et ça je sais que vous allez rire, mais oui, il y a une baisse de prix chez Apple. Pas des hauts de gamme, mais Apple a sorti toute une nouvelle gamme entre le SE d'iPhone abordable. Alors attention, c'est beaucoup plus cher que des Android, on est bien d'accord. Mais c'est beaucoup moins cher que ce que Apple avait l'habitude de faire pour un modèle unique d'iPhone. Donc ça a plutôt payé au niveau marketing. Ils ont rendu des iPhone 9 accessibles. Je pense que ça a contribué, ça a contribué quand même à un switch d'un certain nombre de personnes. Aussi des gens qui en ont marre de suivre des keynotes toutes moisies. Oleg, alors je sais pas si la pertinence... Alors les keynotes ne sont suivies que par nous. Et nous, encore une fois, on représente pas du tout le marché des smartphones. Nous, on est les technophiles, on est à l'affût du moindre petit truc. C'est comme si vous disiez que le marché automobile était organisé par les fans de bagnoles. C'est pas du tout le cas. Le marché automobile n'est pas du tout drivé par les gens qui sont fans de bagnoles. J'essaie de trouver une autre analogie. C'est comme si vous me disiez que le marché du vêtement était uniquement conditionné par des gens qui étaient fous de mode, qui suivaient la mode. Merci pour ton explication. Néanmoins, comment on explique des ristournes fréquentes sur le 12 cette année? Alors, Apple ne fait jamais de ristournes sur l'iPhone. Après, Apple a étendu son réseau de distribution, notamment à Amazon. Amazon se permet de baisser sa marge sur la vente des iPhones pour en vendre plus. Mais là aussi, c'est toute proportion gardée. Quand tu vois les ristournes dans le monde Android avec des Samsung qui sortent à un prix et 3 mois après, ça perd 15% de sa valeur, ça, on voit jamais ça chez Apple. Là, soyons honnêtes intellectuellement. On va rester sur la voiture parce que je pense que sur le vêtement, c'est bien le cas par contre. Ouais, bon, ok, le vêtement est peut-être un marché très particulier. Mais voilà, la voiture. La voiture, c'est un peu ça. Si vous pensez que c'est nous qui conditionnons les smartphones qui réussissent et ceux qui réussissent pas, et je parle même de nous, les influenceurs tech, on n'a aucune, pour moi, on n'a aucune influence sur le marché tech. On peut vous dire qu'un smartphone, c'est une merde absolue, ne l'achetez pas, on fera pas bouger les aiguilles du marché. Le grand public ne nous regarde pas, et le grand public, il prend sa décision d'achat de smartphone par le bouche à oreille et quand il est en magasin. Voilà, ça s'arrête là. Je trouve que le software et le hardware de Google est lancé sur ce marché sans que les bugs soient corrigés.
Il y a aussi le fait que les mises à jour Android sont très disparates. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'y connaissent rien, et on leur reproche pas, parce que bon, ils savent même pas qu'ils achètent un Android. Ils ont acheté un Samsung et ils n'ont pas du tout la même interface que quelqu'un qui a acheté un Pixel. Il n'y a pas du tout une unité du marché Android comme il y a une unité côté Apple, puisqu'il n'y a que Apple qui fait le software et le hardware Apple. Donc ça a quelque chose de rassurant d'acheter quelque chose d'unifié. J'achète un iPhone, je sais que j'aurai le même iPhone que mon pote qui a acheté un iPhone. Ouais, le suivi des mises à jour sur Android, c'est rock'n'roll selon les marques. Donc voilà. Voilà un petit peu pour le marché. On va passer à l'article suivant, sinon on va passer toute l'émission là-dessus. Nous allons parler justement d'Android 13. Android 12 n'est pas encore sorti, qu'on parle déjà d'Android 13. Il faudrait peut-être sortir le 12. Alors je le dis, le 12 il arrive, la bêta elle est à l'orée des bois, on peut déjà l'avoir en bêta développeur. Et ça arrive normalement, second semestre. Sortie officielle d'Android 12. En tout cas sur les pixels, justement. Mais, vous le savez, depuis Android 10, Google a abandonné les noms de sucreries qu'il donnait avant Lollipop, etc., aux différentes versions d'Android, peut-être pour faire plus sérieux. Mais ils ont gardé quand même en interne le goût pour les sucreries. Par exemple, le nom de code d'Android Q était Queen Start. Android 11, c'était Red Velvet Cake. Android 12 serait Snow Cone. Donc ça, c'est les noms en interne qu'ils utilisent. Et comme ils se mettent à bosser sur Android 13, on connaît le nom de la sucrerie, c'est le tiramisu. Voilà. Donc ça sera Android Tiramisu. Vu que c'est le 13. Quel est le rapport entre 13 et tiramisu? Je sais pas. Le sucre, c'est le mal. Vous vous dites vraiment de ces choses dans le chat. En tout cas, ils sont déjà en train de bosser sur Android 13, alors que effectivement Android 12 n'est pas encore démoulé. Android 12 est quand même une grosse arrivée sur Android. C'est une des mises à jour les plus importantes du système d'exploitation, puisque Android 12 va permettre aux utilisateurs de profiter d'une refonte assez générale de l'interface graphique. Google a développé de nouvelles fonctions de protection de la vie privée. Là, pour le coup, il rattrape un peu Apple sur ce côté-là. Et on peut le dire, c'est un peu plus difficile pour Google de se positionner sur la vie privée. Parce que c'est pas vraiment le même business model, Apple et Google. Apple ne vend pas d'espace publicitaire ciblé, alors que pour l'instant, le cœur de business de Google, c'est quand même de la vente d'espace publicitaire ciblé. Or, pour faire de la vente d'espace publicitaire ciblé, t'es obligé d'exploiter des données que tu as collectées. Et alors, tu revends pas les données. Tu utilises ces données pour revendre de l'espace publicitaire ciblé. C'est ça le business model majeur de Google aujourd'hui. Donc, Google veut faire des progrès sur la vie privée, c'est bien, mais tant qu'ils auront ce business model-là, et je pense qu'ils l'auront pendant longtemps, parce que c'est ce qui a permis d'avoir un OS aussi peu cher qu'Android, une licence, et de créer le fait qu'Android, aujourd'hui, est l'OS le plus répandu dans le monde. C'est en le rendant gratuit, d'une certaine façon. Oui, le port vénère, c'est un raccourci, effectivement, de dire vendre les données. Aucune société ne vend directement les données. Les sociétés vendent, en gros, les résultats de l'analyse de data qui vient des données. Non, les données ne sortent pas de Google. Ça fait beaucoup d'espace publicitaire ciblé. C'est le business model de Facebook, c'est le business model de Google. C'est le business model de la gratuité, grosse parenthèse, d'Internet. C'est la vente d'espaces publicitaires ciblés. C'est aussi simple que ça. C'est pas la vente de données. Ça, c'est une erreur de langage de croire ça.
Parce que toutes les sociétés sur Internet récoltent de la donnée. La récolte, elle est indispensable au fonctionnement même d'un service. Comment voulez-vous qu'une application vous rende un service si elle n'a pas vos données? Mais après, c'est l'exploitation de ces données qui diverge entre Apple et Google. Apple ne vend pas d'espace publicitaire ciblé, sauf dans son App Store. Ça, c'est un truc assez particulier. Première fois, facile en 2 ans que je suis le mug, que j'arrive à être sur un live. Bah écoute, il a fallu qu'on change notre horaire. Tant mieux ceux qui peuvent pas nous suivre le matin, que vous ayez cette virgule de l'été pour pouvoir nous suivre à 17h. C'est quoi le rapport entre tiramisu et les données? Rien du tout. C'est juste que Google, traditionnellement, donne le nom d'une pâtisserie au développement d'Android. C'était un peu la news. La sortie officielle d'Android 12 est prévue pour le second semestre. Les utilisateurs de nombreux modèles sous Android devront faire preuve de patience, puisque vous ne savez pas quand est-ce que Android 12 sera développé sur votre smartphone, sauf si vous avez un Google Pixel. Néanmoins, quand même, reconnaissons que Google essaie de faire des efforts dans ce sens-là. Par exemple, en décembre 2020, la firme a annoncé une collaboration avec Qualcomm visant à faciliter le déploiement des mises à jour sur les smartphones utilisant des puces Snapdragon. En substance, lorsqu'un constructeur veut mettre à jour le système d'exploitation de son smartphone, il n'aura plus à modifier la partie du logiciel qui est spécifique aux puces Snapdragon. Donc ça devrait permettre aux constructeurs... Le problème en fait d'Android, c'est que c'est pas Google qui décide quand votre smartphone sera mis à jour en Android 12. C'est le constructeur de votre smartphone qui décide. Et là, il y a quand même un truc, c'est que les constructeurs de smartphones Android, surtout bas prix, ils vont pas se faire chier à faire des mises à jour. Je crois... Ah non, j'ai eu... Mon image a été figée une seconde, j'ai eu peur. Ils vont pas se faire chier en fait à faire des mises à jour. Vous avez qu'à acheter un autre smartphone pour faire la mise à jour. C'est un peu leur raisonnement. C'est dommage pour la planète, c'est dommage pour le marché, c'est comme ça quoi. Ils font le live au milieu de la nuit, le reste de l'année aussi. Bah oui. À voir avec le Pixel 6, la rumeur de 5 ans de mise à jour sera vraie. On verra, effectivement. Voilà, en tout cas, bonne chance à Android 13, tiramisu. Qu'est-ce qu'il nous réserve? On n'en sait pas plus, on ne connaît que le nom de guerre. On va parler un petit peu de publicité ciblée, justement. Vous voyez comme j'enchaîne les articles, quelle habileté. Facebook qui réduit la publicité ciblée pour les moins de 18 ans sans y renoncer complètement. Alors, il va falloir éclaircir un certain nombre de choses avant que vous tapiez avec vos doigts nerveux dans la chatroom. Mais de toute façon, tout le monde triche, il dit qu'ils ont plus de 18 ans, mais donc ça sert à rien. Attendez la fin de l'article. Parce qu'on le sait, ça, oui, certaines personnes n'affichent pas leur vrai âge dans les réseaux sociaux. Mais finalement, le problème n'est même pas là, je vous expliquerai pourquoi. Facebook a présenté récemment des nouvelles mesures pour renforcer la protection des mineurs sur ses services. Les mineurs qui se rendent sur Facebook subiront beaucoup moins de publicité ciblée sur les réseaux sociaux. En gros, je vais pas vous lire tout l'article, je vais juste vous expliquer ce que nous dit Facebook. Pour protéger les mineurs, puisqu'on sait que les mineurs n'ont pas un décryptage de la publicité aussi évolué que les adultes. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Les moins de 18 ans absorbent plus la publicité, sont plus sensibles et sont plus malléables, plus influençables. Donc Facebook, il dit, on est conscient de ça, donc on va continuer à faire de la pub pour les moins de 18 ans, mais on ne retiendra que 3 critères. L'âge, attendez, c'est quoi? C'est... Merde, j'avais noté. Oui, l'âge, le genre et la position géographique. C'est les 3 seuls critères que Facebook va retenir pour servir une publicité à un mineur. Donc l'âge, le genre et la position géographique. Ce qui nous fait dire que quand vous avez plus de 18 ans, Facebook utilise plein d'autres critères pour vous servir de la publicité, vos centres d'intérêt, vos activités sur d'autres applications, les sites web que vous avez déjà visités, etc. Donc, ils ont un profil publicitaire des plus de 18 ans qui est beaucoup plus performant, on va dire, quelque part.
Euh, De toute façon, tout le monde triche. Il a fallu que quelqu'un me le dise, et il a fallu que ça soit Kessler. Kessler, je t'ai déjà repéré tout à l'heure. Hein. Je vous dis, ne me sortez pas cet argument de tout le monde triche. Parce que d'abord, c'est faux, et vous allez le voir dans les chiffres. Et deuxièmement, c'est un peu comme si vous me disiez, quand vous me dites de toute façon, tout le monde triche, donc on s'en fout. C'est un peu comme si vous me disiez, à quoi ça sert d'interdire la vente d'alcool aux mineurs, puisque de toute façon, on picole tous avant 18 ans. En fait, votre raisonnement, il est comme ça. De dire, tout le monde triche sur Facebook sur son âge, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est un peu comme si vous me disiez la vente d'alcool ou l'entrée de certains trucs interdits aux moins de 18 ans, ça n'a aucune valeur puisque tout le monde triche. Et moi comme vous, oui, j'ai picolé avant d'avoir 18 ans. J'ai pris des murges avant d'avoir 18 ans. C'est pas bien. Et tant mieux que la société ne me l'interdise. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pas fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, votre argument ne tient pas debout en fait. De dire ils font ça pour rien parce que tout le monde triche, c'est un peu comme si vous me disiez les lois ne servent à rien puisque personne ne les respecte. C'est un contresens. Bref, tout ça pour dire, faut bien comprendre ce que Facebook est en train de dire. Facebook n'est pas en train de dire qu'il va arrêter de faire de la pub sur les mineurs. Il va dire on va faire une pub un peu moins performante sur les mineurs. C'est-à-dire, vous savez, cette impression, il y a eu plein de vidéos là-dessus qui ont déjà été faites, l'impression que les réseaux, que Internet vous écoute, tellement le ciblage publicitaire à certains moments est troublant. Mais pourquoi j'ai une pub pour une contrebasse ? J'en ai parlé qu'avec ma mère au téléphone. Comment ils ont pu ça ? On a tous eu cette impression-là. Dites-vous, vous n'êtes pas seul. Hein. Et vous vous dites, alors notre instinct humain nous dit, putain, on doit m'espionner. C'est obligé. Il y a quelqu'un qui a entendu le mot contrebasse quand j'en discutais au téléphone avec ma mère, et boum, Non, en fait, non. Et ça, il y a beaucoup de spécialistes qui vous l'expliqueront. C'est qu'aujourd'hui, le profiling publicitaire est devenu tellement performant, notamment en anticipation de vos envies d'achat, qui vous servent des publicités. Vous n'avez même pas besoin de formuler la demande, où que ce soit sur Internet. Ils arrivent par déduction. Alors, ils se trompent parfois. Ils se trompent parfois. Mais parfois, ils sont assez forts. Voilà, Defend Intelligence l'a très bien expliqué sur sa chaîne. Ouais. Mais je comprends. Vous savez, c'est exactement comme les gens qui vont voir une voyante, surtout à notre époque. Vous avez déjà vu là ce truc sur YouTube, la vidéo, il y en a plusieurs, où les gens font des trucs de divination. Ils demandent le nom de la personne et ils se concentrent et ils disent alors vous... Et ils racontent la vie de la personne. Et on voit la personne se décomposer en face. Elle est là, mais comment il sait ça ? Mais j'ai jamais dit ça à personne. Mais c'est pas possible qu'il sache ça. Et en fait, derrière... Il y a un mec qui a juste pris le nom de la personne, qui a ouvert le profil Facebook, profil Twitter, les activités sur les réseaux sociaux, machin et tout, et par des simples déductions, et simplement parce que parfois on dit des choses et on oublie complètement qu'on les a dites, on arrive à reconstruire complètement la vie de quelqu'un. Et c'est très troublant, on se dit, mais merde, j'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Oui, sauf que tu l'as partagé à 2000 personnes qui ont vu ta photo sur Instagram. Et il faut pas oublier, ça c'est un truc qu'on m'a expliqué quand on m'a expliqué les algorithmes publicitaires. Les algorithmes publicitaires sont très forts à exclure. C'est-à-dire, nous on raisonne parce qu'on est des humains, on se dit, l'algorithme devine ce que je veux. En fait, là où l'algorithme est assez fort, c'est qu'il devine assez bien ce que vous voulez pas. C'est-à-dire, il est plus fort à exclure des choses qui ne vous intéresse pas, et petit à petit, justement, boum, il arrive à tomber sur quelque chose, vous l'avez pas formulé, mais vous en avez une envie, quoi. Salut Hard Disk Live, comment vas-tu ? La forme ? Donc, bon, on est un peu parti loin, mais je trouve ça intéressant, ces discussions.
Euh, Facebook, ce qu'il est en train de dire en disant les mineurs, on n'appliquera pas des critères aussi performants, c'est qu'on va leur donner, on va les servir en publicité, mais ça sera de la pub moins ciblée. Là, j'ai déjà quelque chose à dire. Il y a une chose que je sais que beaucoup d'entre vous le sous-estiment, parce que parfois, quand je le dis, ça surprend les gens. Il faut bien comprendre que le marché publicitaire des enfants est un très faible marché publicitaire, contrairement à ce que vous croyez. On vient de dire en début d'article que les enfants étaient très influencés par la publicité, que c'est eux qui tirent la manche de leur mère en disant va, achète-moi ces œufs en chocolat, gna 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 gna. Oui, mais en attendant, c'est pas le gamin qui a le portefeuille, c'est pas un vrai décisionnaire. Dans le langage publicitaire, on appelle ça un préconisateur. Un enfant, il peut préconiser certains achats pour les adultes, mais il a assez peu d'influence. Le fantasme que c'est les gamins qui vont choisir le modèle de la bagnole du père, c'est un fantasme. Euh, et il faut savoir que le marché publicitaire des enfants est un marché très restreint et très encadré. Il y a énormément d'encadrement autour des publicités qu'on peut faire pour les enfants. Et ça se renforce de plus en plus. Et justement, les réseaux sociaux sont en train de tomber dans ces lois-là. Parce que les enfants sont déjà très protégés contre la publicité. Et en plus, ça dérange pas beaucoup les annonceurs. Parce que les enfants les intéressent pas beaucoup. À moins qu'ils aient une marque de confiserie, des petits gâteaux, des jouets. Globalement, j'ai fait le tour. C'est à peu près tout ce que tu peux vendre à un gamin avec son argent de poche. Ou ses faibles revenus. Le consommateur devient intéressant à partir du moment où il a un salaire. Ou en tout cas, il gagne une certaine somme tous les mois. Sinon, voilà, un enfant n'a pas vraiment de budget d'achat, en fait. Euh, les vrais grosses targets, c'est la ménagère, les CSP+, et les vieux. Les vieux, c'est le mieux. Les vieux, c'est là où est la moula pour les annonceurs. Alors, je dis pas, il y a des produits pour enfants, mais les produits pour enfants ne représentent pas un marché gigantesque. Le marché du jouet, de l'alimentaire, on va dire enfant, et parce que par exemple, regardez rien que les vêtements, c'est pas les gamins qui choisissent leurs vêtements. Alors, ils vont casser les pieds à leurs parents pour avoir des marques. Ouais, je veux le t-shirt mettez ici héros manga là-dedans. Ils vont faire chier leurs parents pour avoir des marques. Donc, mais c'est pas eux qui dépensent l'argent directement et c'est pas eux quand même qui ont le choix final. Ou alors vous avez un problème d'éducation avec votre enfant, mais ça ne me regarde pas. Tout ça pour dire, vous me dites, mais Jérôme, où nous amènes-tu? Je ne sais pas, mais suivez-moi. Non, tout ça pour dire que ce qui me fait rire dans cet article, c'est que Facebook dit, nous allons protéger les mineurs. On va moins les cibler publicitairement. Ils auront moins de publicité. Mais en fait, Facebook ne me la fait pas à moi. Je sais très bien que le marché publicitaire des enfants, ne t'intéresse pas tant que ça. Ils ont fait le succès de Facebook, les enfants. Ils l'ont rendu à la mode. Mais globalement, les enfants ne rapportent pas d'argent. Deuxièmement, les enfants ne rapportent que des emmerdes pour Facebook. Parce que protection de l'enfance, mineur, problème, drama, etc. En gros, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre. Oui, c'est les moins de 18 ans qui font les succès des réseaux sociaux. Mais quand les enfants abandonnent un réseau social, et ça fait longtemps qu'ils ont abandonné plus ou moins Facebook, et que les vieux sont arrivés, c'est là où la moula arrive. Et si vous croyez que Facebook n'est pas content parce que c'est des vieux qui arrivent sur Facebook, vous vous trompez. Après, Facebook est pas con. Il faut qu'ils aient toujours une longueur d'avance pour la prochaine mode des réseaux sociaux. Et là, c'est les moins de 18 ans qui vont générer la mode des réseaux sociaux. Mais comme on le disait dans un débat très intéressant l'autre jour, le succès d'un réseau social, doit-on le mesurer au nombre, au phénomène de mode ou aux revenus publicitaires qu'il engendre? C'est quoi le succès d'un réseau social? Est-ce que c'est un réseau social qui gagne beaucoup d'argent ou est-ce que c'est un réseau social qui a beaucoup d'utilisateurs? Et Facebook perd peut-être des utilisateurs. En fait, dans l'absolu, ils en gagnent.
Mais ils n'ont jamais gagné autant d'argent qu'avec les vieux. Donc, tout ça pour dire, il y a une hypocrisie dans le côté on va protéger les mineurs de la publicité. Parce qu'en fait, et on en parlera tout à l'heure quand on va parler du joueur du grenier, c'est exactement la même manœuvre que fait YouTube avec YouTube Kids. Genre, on va protéger les enfants. Non, les enfants, t'en as rien à foutre parce que ça rapporte pas d'argent et ça t'apporte que des emmerdes. Donc tu veux les parquer dans un coin, ça va faire chuter certains gros youtubeurs qui faisaient beaucoup de vues avec les gamins, mais en fait, dans l'absolu, YouTube, ça les arrange. Et ben, c'est la même chose pour Facebook. Alors, attendez, je lis un peu vos réactions. Les enfants, ça pose plus de problématiques qu'autre chose. Effectivement. Je fais des campagnes Facebook pour du CSP plus 30 et 60. Ouais, c'est ça. Les pubs TikTok sont un peu chères, sûrement dur. Le TikTok, moi, c'est pour ça que je crois pas encore à l'avènement de TikTok. Parce que TikTok, oui, il y a beaucoup d'utilisateurs et les gamins y vont, mais pour l'instant, TikTok n'intéresse pas énormément les publicitaires, sauf pour faire de la campagne de notoriété sur des produits qui cherchent la hype auprès des jeunes. Bah ça, c'est un marché très étroit, en fait, de la publicité. Euh... Qu'est-ce qu'il dit, Oleg? Plus ça, relâche les bobos, on peut s'arranger, fais pas le compte et encercler. Mais qu'est-ce qui se passe dans le chat? Viens dans ma camionnette, j'ai des bobos, mais vous allez pas bien. Le marché des couches culottes, c'est énorme, mais c'est pas les gamins qui achètent les couches culottes. Encore une fois, un gamin, en règle générale, n'a pas une thune. Il a la... C'est ses parents qui achètent des choses. Donc, les publicitaires s'intéressent beaucoup plus aux parents qu'aux enfants. Vive les vieux. Bah, en tout cas, quand tu cherches à vendre des trucs, ouais, les vieux, c'est un chouette marché, quoi. Euh, Ouais, les bobos aussi, c'est un chouette marché, mais les bobos, c'est pas un gros marché. C'est un marché sur lequel tu peux faire de la grosse marge, parce que tu peux vendre une palette en bois transformée en table de jardin en faisant une marge d'à peu près 200 euros. Parce que les bobos sont cons et achètent n'importe quoi dès qu'il y a une griffe dessus. Mais c'est pas un gros marché quand même. Les jeux mobiles gratuits, ça rentre dans la catégorie kids. Ouais, mais là aussi, c'est assez spécifique. Mais je comprends où tu veux en venir. C'est vrai que le freemium, justement, c'est un bon moyen de faire dépenser de l'argent aux parents des enfants sans que parfois ils s'en aperçoivent. Regarde les championnes olympiques de skate, tu vas voir si elles n'ont pas une thune, les chopinettes. Oui, alors Olek, si c'est pour me citer des exceptions et en faire des généralités, on va pas s'en sortir. Samuel Marché. Samuel, j'ai des tables en palette à 300 euros pièce. Non mais Claire, j'étais mort de rire, j'étais au Leroy Merlin et j'ai vu qu'ils vendaient des palettes non traitées. Je crois qu'ils les vendent quelque chose comme 25 euros la palette. Et avec un couple de bobos émerveillés en disant oh, ça serait trop bien en table de salon. Je veux dire, des palettes, t'en trouves dans la rue. Hein. Bon, il faut les nettoyer un peu et certaines sont toxiques. Il faut faire attention aux produits. Ne prenez pas les palettes de couleur. Mais une palette, ça vaut pas 25 euros. Hein. Ni 200 d'ailleurs, si on lui ajoute 4 roulettes. Hein. Il me reste 20 ans pour être perçu comme un vieux par les publicitaires. Tu sais, à partir de 20 ans, tu commences à intéresser les publicitaires. On va dire 20-25 ans. En fait, ça dépend surtout de ta situation de famille et quand est-ce que tu commences à bosser. C'est pas tellement une question d'âge, c'est plutôt une question de revenu, en fait. Euh, une palette, la palette Europe, la consigne, c'est 20 euros. D'accord, merci de l'info. Euh, quand j'ai une maison à vendre avec 4 palettes dans le jardin, les gens sont tout fous. Ah non, mais c'est clair. Les roulettes, c'est pour le marché pro. Tu mets des roulettes à 700 euros. Putain, mais pourquoi personne n'a fait ça?
d'acheter des roulettes Apple et de les mettre sur une table de jardin en palette. Putain, mais il faut faire ça. Et moi, je vous vends ça 5 000 euros, quoi. Énorme. Même avec un SMIC, j'intéresse les publicitaires. Oui, 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 oui. Bah, en fait, tout dépend si t'as un revenu régulier ou pas. Euh, Bref, on est en train de sortir de l'article, mais désolé, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. On passe à l'article suivant. Je vais accélérer un petit peu parce que sinon on va pas s'en sortir. Microsoft Windows 11, il n'y aura pas de passe-droit possible. J'entends tout le monde qui dit ouais, on s'en fout, Microsoft, on installera quand même Windows. Windows 11 va serrer la vis. Non seulement parce que les exigences écartent un grand nombre d'ordinateurs, puisque vous le savez, Windows 11 impose notamment le fameux truc dont j'ai oublié le nom, que je vais retrouver, le TPM 2.0. Ça fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, Microsoft en rajoute une couche en assurant désormais que ceux qui n'ont pas les caractéristiques matérielles minimales ne pourront même pas télécharger la mise à jour du nouveau système d'exploitation. Donc, dehors, les gueux qui n'ont pas le TPM 2.0, vous êtes bannis. Alors bien sûr, Microsoft dit, c'est pour des raisons de sécurité, madame. On ne peut pas vous laisser installer Windows 11 si vous n'avez pas votre TPM 2.0 et les processeurs que nous avons officialisés pour Windows 11. C'est pour votre sécurité, madame. Merci de faire un pas sur le côté. C'est quoi le TPM? C'est un truc de chiffrage, si je dis pas de bêtises. Effectivement, ça renforce la sécurité. Mais du coup, c'était pas... Ah, Vincent me pose des questions ailleurs. Bon, en même temps, ils disent aussi qu'ils ouvriront à des processeurs plus anciens. Oui, tu spoil un peu mon article. En même temps, ils nous graissent un peu la patte en disant on va réfléchir à la possibilité d'intégrer les processeurs Intel de 7e génération et AMD Zen 1 qui sont aujourd'hui incompatibles avec Windows 11. Mais par contre, si votre ordinateur est officiellement déclaré incompatible, vous ne pourrez pas installer Windows 11. Ce qui me fait dire que plein de gens vont trouver une bidouille et que Microsoft, tout le monde en rigolera. Ah, c'est un truc de chiffrement, pardon, pas de chiffrage. Excusez-moi pour cet écart de langage, soyons précis. C'est l'enclave sécurisée d'Apple, mais sur Windows. En gros, c'est ça. Le truc, quand même, Microsoft, surtout qu'on sait que vous allez sortir des versions russes spécifiques de Windows 11 qui n'auront pas besoin, puisque en Russie, c'est interdit le TPM 2.0. Donc techniquement, est-ce que c'est pas une manière quand même de se réconcilier avec les fabricants de PC en disant les gars, on sort un Windows 11, il y a pas mal de gens qui vont devoir changer d'ordinateur. Les rumeurs disaient à l'époque que c'est un peu ce que Microsoft avait fait avec Vista. Vista qui, contrairement à ce qu'on croit, tournait pas si mal que ça sur les ordinateurs qui sont sortis avec Vista. Par contre, Vista avait un gros problème, c'est qu'il tournait super mal sur les ordinateurs précédents Vista. Et certains ont dit, mais je suis pas complotiste pour autant, mais certains ont dit, est-ce que c'est pas un peu une manœuvre pour un peu obsolescence, voilà, pousser les gens à acheter des nouveaux PC? Voilà, est-ce que c'est pas une manière de relancer les ventes de PC? Je pose la question. Je ne sais pas. Ça fait toujours plaisir aux constructeurs partenaires. Tout à fait. Après, c'est comme Apple. Il y a le Apple chinois et celui du reste du monde, là. Oui, 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 tout à fait. Non, mais attention, hein, j'ai pas dit qu'Apple, ils étaient bien hein, dans l'histoire. Hein. Le problème, c'est qu'un OS, on n'attend pas de lui qu'il tourne pas si mal que ça. Oui. Pas sûr que les fabricants soient bien contents en ce moment. Beaucoup de monde reporte son achat. Ah ben c'est clair. De toute façon, quelque part, Windows 11 tombe pas à un très bon moment. Avec les problèmes de composants qui risquent de durer au moins pendant 1 ou 2 ans,
tout ça n'est pas hyper bien goupillé. Et je suis désolé, j'aime bien Microsoft, mais ils ont quand même la poisse d'une manière générale. Ils sont pas doués en marketing. Sauf côté Xbox, mais globalement, c'est pas des bons en marketing hein, quand même chez Microsoft. Ils se prennent souvent les pieds dans le tapis, c'est dingue quoi. Il faudrait, je sais pas qui est directeur marketing chez Microsoft, mais je pense qu'il a pas. Je dis pas qu'il soit mauvais, mais je pense qu'il a pas assez de pouvoir. Et une bonne boîte, je le redis, c'est quand il y a un équilibre entre les ingénieurs, le marketing et les finances. C'est la nouvelle formule de Jérôme Le Sava. C'est un nouveau label que je veux lancer. C'est C'est un label qui dira pas qu'un truc est vraiment bon ou vraiment mauvais. C'est un label qui a ça va. Voilà, ça fait le taf. Ça va. Euh, Ça ressemble à s'y méprendre à la politique d'Apple en manière de système d'exploitation sur téléphone. Pas tout à fait d'accord avec toi, JKL, et c'est pas parce que je suis un Apple fanboy revendiqué que je dis ça, mais l'OS d'Apple, les iPhones durent plusieurs OS. Euh, Apple t'oblige pas tant que ça à mettre un nouvel OS, ils sont même en train de patcher des vieux iOS pour pas qu'il y ait de failles de sécurité sur des vieux iPhones qui peuvent pas passer dans les derniers OS. Non, Apple a plutôt tendance, moi je trouve, à être assez correct de ce côté-là. Alors bien sûr qu'il te pousse un peu à la consommation, mais même le coût des batteries qui ralentissait ton iPhone, on a débunké ça depuis longtemps. Hein. C'est juste qu'Apple avait fait une merde en communication. Ça aussi, Apple, alors, Apple, ils sont bons en marketing, mais alors communiquer avec leurs clients, c'est des grosses merdes. Les gars, on va vous ralentir votre système juste pour pas que ça tire trop sur la batterie, mais on va pas vous le dire. Comme ça, vous allez juste vous apercevoir que votre iPhone il est plus lent et que vous allez nous cracher dessus, nous faire subir des outrages. Voilà, ça c'est communication Apple. C'est vraiment pas des bons. Hein. Beaucoup trop de gens sont contents avec Windows car ils n'ont jamais rien utilisé d'autre. Ah, c'est clair qu'il y a un certain monopole de Windows. Euh, Qu'est-ce que vous dites? Tu penses vraiment que c'est une erreur de leur part? Oh, oui, en fait, je pense qu'Apple, dans son arrogance... En fait, le problème d'Apple, c'est son arrogance. Son arrogance et son côté très paternaliste envers ses clients, c'est-à-dire, touche pas à ça, petit. Moi, c'est la vision que j'ai d'Apple. Non, non, tu sais pas ce que tu touche, lâche ce bouton. En fait, ils nous prennent pour des gros teubés qui vont dérégler leurs appareils. Ça, c'est la vision qu'Apple a à ses clients. Que nous, dès qu'ils nous laissent bidouiller des trucs, de toute façon, on va foutre la merde et on va détériorer l'expérience utilisateur. Donc, eux, leur parti pris, on fait des trucs, on leur dit rien, c'est pour leur bien. Et c'est hyper énervant, en fait. Et ce côté, cette mansuétude d'Apple, non, non, mais t'occupe pas, je fais ça pour ton bien, te pose pas de questions, achète, te pose pas de questions. C'est ça qui est insupportable dans la com d'Apple. Euh, Alors, des gens aiment bien, hein, parce que c'est là où Apple est fort, avec ce côté paternaliste, on s'occupe de tout. Bah, en fait, ils font rentrer beaucoup de monde chez Apple, parce qu'il y a plein de gens qui veulent s'occuper de rien, en fait, hein, qui aiment bien être maternés comme ça. Ok, bah, j'ai à m'occuper de rien, ça marche pas, c'est pas mon problème. Je veux pas savoir. Donc, c'est pas forcément une stratégie conne. Je dis juste que c'est énervant. Et quand ça leur retombe dessus, comme l'histoire des batteries, voilà. Bref, bonne chance à Windows 11. Je pense qu'en termes de com, il y a des mises à jour à faire. On verra, on verra, on verra. Petite news entre filets, Discord. Discord, j'espère que vous utilisez notre Discord. Sinon, je vous parle pas. Voilà, je vous parle pas si vous n'utilisez pas notre Discord. Je suis très fâché.
Il faut utiliser notre Discord. Et je sais, j'en connais deux, trois là. Mais je vais pas aller sur Discord, je préférais le Slack parce qu'il y avait des threads. Eh bien maintenant, tu n'as plus d'excuses puisque les threads arrivent dans Discord. On les a déjà sur le Discord de Nowtech. Les threads, c'est les fils de discussion. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. C'est tout. Vincent, je hais Discord. Tu vois la beauté de la phrase. Je hais la Discord, moi, Vincent. Donc entendons-nous, serrons-nous la main. Et viens sur le Discord. Quoi, breaking news? De toute façon, il vous parlera pas non plus sur le Discord. Chut. Non, c'est vrai que je vous parle quand même de temps en temps sur le Discord, mais j'ai pas toujours le temps. Mais par contre, je lis quand même. Alors, je lis pas tout ce qui s'y passe sur le Discord, ça serait trop. Comment on peut détester Discord? Bah, il y a des gens qui détestent Discord. Il y en a qui détestent Twitch, hein. Je suis sûr que même il y en a là qui nous regardent qui détestent Twitch, hein. Il y a rien sur le Discord, mais c'est parce que t'es pas contributeur. Et hop, c'est quand vous devenez contributeur que le Discord s'ouvre vraiment à vous. Nous avons fait d'ailleurs un channel pour vous expliquer ce que vous manquez en n'étant pas contributeur. Vous la voyez arriver, la douille? Le guide pour accéder au salon contributeur. Voilà. Bref, tout ça pour dire, maintenant on a les fils de discussion, ça sera un peu plus l'ordre sur Discord. Dernier sujet du jour, mais il m'a bien fait rire. La Switch a un gros problème de surchauffe. Eh bien, Nintendo, les gens de chez Nintendo, je fais très mal le japonais, hein, donc je ne voudrais pas faire une imitation raciste complètement débile, mais les gens de chez Nintendo ont fait il y a un problème de surchauffe. Eh bien, n'utilisez pas votre Switch en été. Donc là, tous ceux qui sont en train de jouer à votre Switch, vous avez contrôlé la température? Parce que s'il fait plus de 35 degrés chez vous, c'est normal que vous ayez des problèmes. On vous avait dit de ne pas l'utiliser l'été. Donc l'été, vous faites comme tout le monde, vous jouez au ballon, tu vas jouer dehors, tu lâches ta Switch. Moi je dis, je trouve qu'il y a une certaine beauté dans ce type de réponse. T'as faim? Bah mange. Ta Switch a un problème de surchauffe? Bah arrête de l'utiliser quand il fait chaud. Genius. Non mais c'est là où je disais, ça me rappelle Apple. Vous avez un problème de réception avec les antennes de votre iPhone 4. Mais c'est parce que vous le tenez pas bien. Tout le monde sait qu'on tient son iPhone comme ça sans mettre les doigts sur les antennes. Nom de Dieu. Tu n'as pas de pain, mange des croissants. Alors, tiens, une petite page historique. Cette phrase est hors contexte qu'on a attribuée à Marie-Antoinette en disant, et c'est pas les croissants, c'est si le peuple français n'a pas de pain, qu'il mange des brioches. En fait, elle est sortie de son contexte parce que ce qu'on appelait brioche autrefois était un pain bon marché. Elle n'était pas en train de dire oh, les pauvres, ils peuvent pas manger de pain, il faut qu'ils mangent. Pourquoi ils mangent pas des brioches? Ce qui paraît effectivement. Non, en fait, on l'a sorti complètement de son contexte historique, cette phrase. Et a priori, ça serait même pas elle qui l'aurait dite. Euh, Une viennoiserie de son pays. Et les croissants viennent effectivement, les viennoiseries, la forme de croissant, viennent de l'invasion turque et de la prise de la tentative de prise de Vienne. Et les pâtissiers viennois ont fait la forme du croissant. Bref, une feature avec Nota Bene. Voilà, c'était ma petite tartine de culture. Voilà, je vous l'étale sans regarder mon Wikipédia. Euh, Merci beaucoup Seb2AGX pour ton Prime.
Elle s'est perdue en translation, donc elle a perdu autre chose. D'accord. Bah voilà, je trouve ça marrant. Enfin, c'est marrant. Il faut savoir qu'effectivement, Nintendo vous dit de ne pas utiliser votre Switch s'il fait plus de 35 degrés. Sinon, elle a des problèmes de surchauffe. Et que c'est pas prêt de s'arranger puisque la nouvelle Switch OLED, elle aura exactement les mêmes problèmes de surchauffe. Donc s'il fait chaud, va te baigner, arrête de jouer à la Switch. Ou le... Je pense qu'en plus, là, du coup, ils ont des gros problèmes, puisqu'au Japon, il y a des vagues de chaleur. Donc, plein de gens se plaignent de problèmes avec la Switch. Et je pense quand même, vu les températures qu'on atteint de plus en plus dans le monde, va peut-être, enfin, voilà, 35 degrés. Bon, il fait déjà quand même très chaud hein, quand il fait 35, on est d'accord. Mais c'est une chaleur qu'on atteint de plus en plus souvent. Peut-être pas forcément l'ensemble de la journée, mais voilà, si je suis dans un endroit où la chaleur perçue, enfin la chaleur perçue dépassant 35 degrés, on commence à connaître ça de plus en plus souvent, quoi. Merci Sloan Fadel pour ton prime. Je crois que j'ai oublié plein de monde. Je vais faire un petit récap. Merci Sloan Fardel, merci Seb2 AGX2, merci Oscar Thomas, merci Cybersimple, merci Anto376, merci Yotatech, merci Jess, merci Ben Lasta, merci Ulysse dans In, merci Sebi, merci Clément73 et merci One Air Media. Je crois que j'ai oublié du monde. Allman aussi. Ah non, ça c'était il y a 4 heures. Mais merci quand même. Merci à vous. 35 degrés dans une habitation, c'est beaucoup quand même. Ça dépend où tu habites. Il y a de plus en plus de pays où je pense que le 35 degrés, si t'as pas de clim, ça s'atteint quand même. Ah oui, les grillons, c'est nos contributeurs, les petits grillons qui nous font une ambiance de l'été. Il y en a deux, trois qui cherchaient des grillons chez eux. Et c'est notre petite blague. Voilà, c'est la fin des articles du jour. J'espère qu'ils vous ont plu. Nous allons parler de notre sponsor. Et juste après, nous aurons la tartine. La tartine, on va parler du joueur du grenier versus YouTube. Il y a des rebondissements même d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Hugo me rejoindra et on va en débattre ensemble. Je vous expliquerai la situation. Mais avant... je voudrais parler effectivement de notre sponsor ExpressVPN, sponsor qui nous suit même en été. Hein. Quel courage, quelle abnégation, ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Vous obtenez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois avec ExpressVPN si vous utilisez bien notre lien. Attention, il faut bien utiliser notre lien. Un VPN, bah, vous savez très bien à quoi ça sert. Moi, je l'ai dit l'autre jour, et je vous dis quand j'utilise mon VPN, ça m'a été bien utile. Il y a une série qui s'appelle The Royals, qui est sur Amazon Prime, mais elle n'est que en VF. Et moi, j'aime regarder mes séries en VO. Et j'ai un abonnement à Amazon Prime, donc j'ai pas l'impression de trichouiller, quoi. Pas trop. Du coup, hop, j'ai branché mon ExpressVPN, je me suis localisé aux États-Unis et j'ai pu regarder tranquillement ma série en VO avec des sous-titres anglais. Moi, ça me suffit. Voilà, j'ai pu comme ça me dispenser de ces espèces de règles archaïques de territorialité. Bon, on sait à quoi elles sont liées aussi, et je défends aussi la conservation du cinéma français, mais bon, bref, tout ça pour dire, avec un VPN, vous pourrez vous affranchir des frontières, vous localiser où vous voulez, ça apporte de la sécurité dans certains cas, beaucoup plus d'agilité sur Internet. Et nous, ce qu'on aime bien chez ExpressVPN, c'est qu'il protège plutôt pas mal votre vie privée avec une technologie de serveur qui s'appelle Trusted Server, qui ne récolte absolument aucune donnée, aucune trace de votre connexion chez eux. Non, ils sont pas bloqués sur Amazon Prime, ils sont bloqués sur l'application Amazon Prime. Mais c'est là où Bibi il est malin. C'est que je suis passé par le site Amazon Prime Video. Tu peux changer la langue sur Prime Video, oui, mais certaines séries, certains films n'ont que
La VF. Ils n'ont pas de VO. Mais sinon, tu peux choisir. Merci beaucoup, erreur de segmentation pour ton Prime. 2e mois d'abonnement, merci. Merci beaucoup à toi. Allez, je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. La tartine aujourd'hui. Hugo, tu veux venir? Tu veux venir? C'est la tartine. Allez, viens dès mon petit Hugo. Prends ce magnifique fauteuil, je te fais place. Je vais t'expliquer la situation, ça me permettra de... Bonjour à tous. Hugo, vous le reconnaissez, bien sûr. Tout bronzé. Tout bronzé. Tout fraîchement d'Espagne. Ouais, fraîchement, t'as été sacrément malade, hein. T'as vomi tes tripes, hein. On peut dire ça. Hein, les tapas, ils sont pas bien passés quand même, hein. Mais c'était pas le Covid. Non, C'était bah, encore heureux. pour l'instant. Ça aurait été chiant. Ça aurait été chiant, c'est clair. On va avoir un débat. Oui. Je vais t'expliquer ce qui se passe avec le joueur du grenier. Et comme je vous l'ai un peu promis, je vais faire un tout petit peu, pas que, mais je vais faire un peu l'avocat du diable. Parce que ce qui est facile dans cette histoire, et c'est vrai qu'on aime le joueur du grenier, Ouais. c'est un peu en plus voilà, d'affronter YouTube, on a envie d'être de son côté, le contenu est hautement sympathique. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche qui le rend sympathique. Ouais, j'ai vu un peu le début de sa vidéo là, quand il est un peu vénère. Ouais, il explique. Alors en gros, bon. on va expliquer les faits pour ceux qui ne sont pas au courant. Le joueur du grenier, ça fait plusieurs fois qu'il se plaint de la censure sur YouTube. Il se fait démonétiser des vidéos ou ce qu'on appelle le shadow ban. C'est que des vidéos ne sont pas recommandées parce qu'elles sont moins de 18 ans. Du coup, elles ne sont pas proposées à des gens. En fait, pour ça, il faut comprendre un des fonctionnements de YouTube que vous ne voyez pas. Mais attends, ça c'est le dollar jaune là. Non, ça c'est encore autre chose. Okay. En fait, YouTube a plusieurs moyens de se mettre de côté un contenu gênant. Soit c'est le ban, pur et simple. Enfin, le blocage de ta vidéo. Pur et simple, ta vidéo peut pas sortir. Ça, ils ont tendance à le garder pour quand tu as pris les droits de quelqu'un en musique ou ce genre de choses. Okay. C'est des cas assez extrêmes ou alors que tu as eu un discours incitant à la haine ou ce genre de trucs. Donc, c'est vraiment le carton rouge, ta vidéo est bloquée, personne ne peut la voir. Ensuite, ils ont une deuxième arme qui est la démonétisation. C'est le dollar jaune. Ta vidéo peut être vue, mais il n'y aura pas de pub devant. Ok, d'accord. Donc, elle ne te rapportera pas de ce qu'on appelle de la YouTube Money. Mais si tu as un sponsor dedans, ça peut marcher. Ouais. Mais après... Même par rapport au sponsor, ça pose un problème. Bah, justement, on va en arriver là. Il y a ce qu'on appelle le shadow ban. Alors ça, c'est une zone plus nébuleuse. C'est-à-dire que YouTube s'est défendu à corps et à cri de dire une vidéo qui a été démonétisée, elle ne subit pas de sanction de l'algorithme, elle est quand même proposée aux gens. Et certains disent c'est pas vrai. Je le vois bien que ma vidéo qui a été démonétisée fait beaucoup moins de vues que des vidéos monétisées. Okay. Parce que quelque part, il faut réfléchir, là je me mets à la place de YouTube, c'est YouTube qui paye la diffusion de la vidéo. Il paye la bande passante que coûte la diffusion d'une vidéo. Ouais, donc logiquement, si les vidéos ne respectent pas... S'il n'y a pas de pub devant la vidéo, c'est une dépense sèche pour YouTube, alors que s'il y a de la pub, ça leur rapporte de l'argent. Mais ils ne le disent pas vraiment. Du coup, ça porte à confusion. Parce que ils veulent pas non plus se faire accuser de censure, on va dire, d'empêcher la liberté d'expression. Eux, YouTube, ils disent, nous, c'est pas de la censure. Nous, juste, on met pas de pub devant du contenu où la pub vivrait mal devant, parce que le contenu est trop polémique. Mais du coup, certains disent que YouTube font ce qu'on appelle du shadow ban. Et certains ont prouvé, j'y crois à fond, c'est que YouTube, du coup, ne recommande pas ta vidéo aux gens. D'accord. Okay. Tu sais, ta fameuse colonne de droite. À droite. Et les choses sont devenues encore pires avec le nouvel algorithme de YouTube qui est très punitif en ce moment. Si ta vidéo n'est pas recommandée à grand nombre, elle tombe dans les limbes de l'oubli. Et du coup, en ce moment, même des gros youtubeurs qui jusque-là faisaient des millions de vues ont des résultats très en dents de scie.
avec des vidéos qui sont éclatées au sol en termes de vues. Ok, ouais. Donc en fait, c'est un peu YouTube qui gère en gros. L'algorithme. C'est l'algorithme. C'est l'algorithme qui décide non seulement de ce qui va être monétisé ou pas monétisé, mais également de ce qui va recommander aux gens ou pas recommander aux gens. Okay. Donc ça peut être une espèce de double peine. Tu vois ? Ça veut dire que par exemple, le moins de 18 ans qu'ils imposent, et là ça a été le cas avec le joueur du grenier, ils lui ont imposé du moins de 18 ans, bah déjà, tous ceux qui sont déclarés moins de 18 ans sur YouTube ne voient pas la vidéo. Donc ça te fait beaucoup de vues en moins. Parce que contrairement à ce que vous arrêtez pas de me dire dans le chat, tous les gamins ne disent pas qu'ils ont 18 ans sur YouTube. Je sais que vous l'avez tous fait, mais vous n'êtes pas tout le monde. Il y a quelques parents qui veillent aussi au profil YouTube de leurs gamins. Et quand même, si ta vidéo est moins de 18, elle est recommandée à beaucoup moins de monde. Donc c'est une forme de shadowban déjà, le moins de 18. En quelque sorte, parce que du coup, il n'y a pas le plein potentiel de personnes qui va pouvoir regarder la vidéo. Exactement. Et vous dites oui, mais si c'est une vidéo d'un youtubeur connu, les gens vont se la partager. En fait, c'est peanuts le partage. En fait, le pouvoir de la colonne de droite de YouTube est énorme. La plupart des gens choisissent leur contenu dans la colonne de droite, les recommandations. Et les gens surtout switchent d'une vidéo à l'autre en cliquant à droite. Tu le fais toi aussi? Bah oui, mais carrément. Moi, quand je regarde une vidéo, la raison pour laquelle je reste sur la plateforme YouTube, c'est parce que j'ai été attiré par une miniature qui me semble intéressante, une vidéo qui correspond. Et voilà, et ils t'en proposent d'autres à droite. Ça, et à chaque fois, ça s'arrête. Et c'est comme ça. Donc, la recommandation de YouTube, elle est toute puissante. Et s'il te recommande un faible nombre de gens, et en fait, YouTube, on n'a plus rien à foutre de savoir si les gens sont abonnés à ta chaîne, s'ils like ta chaîne, ils en ont plus rien à foutre. Ils regardent juste ce que tu regardes pour te proposer la vidéo suivante. Et leur algo décide en ne tenant pas du tout compte de tes abonnements. Et c'est pour ça que nous, on a des gens abonnés à notre chaîne qui voient plus nos vidéos. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, en vrai, je me surprends, mais de plus en plus, je vais même plus dans mes abonnements, je vais juste dans la page d'accueil, et t'as déjà des vidéos qui sont super intéressantes que j'ai envie de regarder, alors qu'ils font même pas forcément partie de mes abonnements. Pouvoir de la recommandation. C'est ça. C'est l'algo, t'es chopé par l'algo. Ah mais là, c'est bon, j'ai été happé. T'as été happé par l'algo, là. Revenons au problème du joueur du grenier. Ça fait plusieurs vidéos où il se fait censurer pour des propos qui sont assez soft. C'est même pas des bouts de téton, ça va être des mots, ça va être des trucs un peu vulgaires, etc. Récemment, il a sorti une vidéo sur Duke Nukem Forever. Tu connais ce jeu? Non, t'es trop jeune, toi. Je suis trop jeune, Alors, je vais pas refaire l'histoire de ce jeu, mais c'est un jeu entre guillemets mythique pour son machisme, son mauvais goût. Il y avait déjà des stripteaseuses dans la version originale dans laquelle tu pouvais glisser des billets, etc. Bref. Et il a fait donc une vidéo sur cette série de jeux vidéo. Et il s'est fait, en gros, tout de suite bloqué. Enfin, tout de suite, le moins 18. J'ai vu. Or, là, maintenant, j'explique un petit peu l'économie d'une chaîne YouTube, notamment comme le joueur du grenier. Ça va être intéressant. Là. Le joueur du grenier, c'est pas un mec tout seul. Joueur du grenier aussi, aujourd'hui, c'est une équipe, je sais pas, ils sont 5 à 10 à bosser. Ils sont pas mal, je crois. Mais je brode peut-être. Mais il y a des techniciens, il y a des monteurs, il y a... comme nous, hein, ça se staffe, quoi. Une chaîne YouTube de cette taille-là, avec une cadence pareille, tu as des gens à payer. Donc, ils ont pris un sponsor. Donc, la démonétisation, c'est-à-dire YouTube qui enlève les pubs devant ta vidéo, ça n'a pas trop de conséquences quand tu as déjà un sponsor. Parce qu'honnêtement, la YouTube Money, ça rapporte beaucoup moins qu'un sponsor. En général. Ok ? Mais le problème, c'est que si tu as un sponsor et que ta vidéo, elle est shadowban, c'est-à-dire... Les gens peuvent la voir, mais YouTube va pas la pousser. Tu vas faire des scores de vues très bas. Mais c'est même problématique pour le sponsor parce que. C'est ça, t'as compris. Comme disait, le sponsor qui a payé pour la vidéo, il a envie que la vidéo ait le plus de vues possible. Pour un mec comme le joueur du grenier, 20 000 vues, c'est éclaté au sol, c'est merde. C'est comme si nous on faisait 1000 vues sur une vidéo, quoi. Ce qui est pas. Et pour d'autres, une centaine de vues sur une vidéo, c'est pas assez pour que ça intéresse les sponsors. Et même, il faut savoir que dans les cas d'OP, tout se négocie au cas par cas, mais il y a pas mal de contrats d'OP. T'es payé aussi au nombre de vues.
C'est-à-dire, en fait, à partir d'un certain nombre de vues, plutôt, tu as un bonus. D'accord. Plutôt voir comme ça. Ça représente un manque à gagner, en fait. Donc, voilà, le joueur du grenier en tant que chef d'entreprise, puisque maintenant une chaîne YouTube est une entreprise, se retrouve avec une vidéo qui a pris tant d'argent à produire, puisqu'il a payé des gens pour la produire, et au moment de la sortir sur la plateforme, il s'aperçoit qu'elle va rien lui rapporter. Et là, c'est le coup dur. Et là, c'est le coup dur, coup d'énervement. Ouais. Et c'est là où je comprends tout à fait le joueur du grenier, son énervement. Après, je pense qu'il mélange dans l'esprit des gens la notion de censure et de censure commerciale qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que dans l'absolu... En fait, comment expliquer ça ? C'est compliqué. La liberté d'expression, c'est pouvoir dire ce que tu veux dire au moment où tu veux le dire, où tu veux le dire. À côté de ça, il y a faire des vidéos et en faire un business. Pour moi, il y a une nuance entre m'interdire de dire des choses et m'interdire de faire de l'argent en disant certaines choses. Okay, ouais. C'est déjà une nuance. Alors, certains me diront, oui, mais Jérôme, en t'interdisant économiquement de dire certaines choses, on t'étouffe dans ton business model, donc dans les faits, tu vas pas les dire. Je suis partiellement d'accord. Bah non, mais est-ce que du coup, c'est une censure commerciale qu'il a subie ? Voilà, c'est une censure commerciale. Okay. C'est une censure... Disons que c'est plutôt... le mot censure est peut-être fort, mais c'est YouTube qui dit on ne veut pas ce type de vidéo dans notre inventaire publicitaire. Ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne veulent pas ce type de vidéo sur YouTube. Ils veulent juste pas être responsables de ce type de vidéo dans leur inventaire publicitaire face à leur annonceur. Et c'est là où je vais faire l'avocat du diable de YouTube. Je suis monsieur YouTube. Bonjour, Hugo. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. J'ai vu vos vidéos assez sympas. Merci beaucoup. Ça a l'air dangereux quand même, mais un peu. Voilà, je suis monsieur YouTube. J'ai un rendez-vous avec monsieur L'Oréal. Voilà, monsieur L'Oréal, il est là. Monsieur L'Oréal, bonjour. Je suis... bonjour, monsieur L'Oréal. Oh, ils sont beaux, vos cheveux. Vous utilisez quoi comme shampoing Je rencontre monsieur L'Oréal France, qui me dit « Ah, j'aimerais bien faire des annonces publicitaires chez vous pour mes shampoings. Voilà la moula que ça va vous rapporter, la moula que ça va rapporter aux créateurs. » Voilà, très bien. Là. Par contre, j'ai un problème... je voudrais pas apparaître devant des vidéos qui parlent de guerre. Et c'est normal, je parle de shampoing, quoi. Je veux de la positivité, je veux de la joie, je veux du bonheur. Je veux pas que mes pubs apparaissent devant des vidéos qui parlent de guerre, qui parlent de violence, qui parlent d'un certain nombre de trucs. Je veux pas qu'il y ait des femmes à demi nues. Je veux pas qu'on dise que ça soit dans une vidéo où on dise des mots qu'il faut censurer. Bref, c'est l'annonceur qui a un certain type de critères qu'on peut comprendre. Mettez-vous à la place d'un vendeur de shampoing. Vous n'avez pas envie que votre vidéo, elle apparaisse devant votre pub apparaisse devant une vidéo qui va traiter des horreurs de la guerre de 40. Je veux dire, il y a une dissonance entre vous qui essayez de faire croire que vous allez être heureux avec tel shampoing et une vidéo dont le contenu, ça va être les horreurs de la guerre de 40, par exemple. Non mais... Alors, je comprends. Alors, on va parler à l'avocat du diable. Je comprends ce que tu dis sur l'annonceur qui veut pas que sa pub se retrouve devant des vidéos qui sont un peu sensibles. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que c'est abusif. Pourquoi abusif ? Parce qu'il a passé je sais pas combien de temps à censurer du coup mais chaque... YouTube n'a pas interdit sa vidéo. Ouais, d'accord, mais il la met en moins de 18 et il ne met pas de pub dessus. Mais dans les faits, il n'a pas interdit de la sortir. Est-ce que c'est légitime du coup de obliger la vidéo à être mise en moins de 18, sachant qu'il a tout censuré et qu'il a fait en sorte que la vidéo soit avec le moins d'éléments choquants possible, parce que du coup, en fait, elle est où la limite après ? D'abord, il y a eu un retournement de situation, mon cher Hugo. Aujourd'hui, YouTube devant le bad buzz, parce que tous les fans du joueur du grenier... Après, je prendrai vos commentaires, hein, désolé, on vous lit pas trop, mais YouTube devant le bad buzz et les fans du joueur du grenier, ils ont dit, oh là là, même la version... Parce que du coup, Frédéric a sorti 2 versions
une version censurée, une version non censurée. Ouais. Ils ont enlevé le moins de 18 sur la version censurée. Donc elle est visible à tout le monde, elle est numéro 3 en tendance sur YouTube. Comme quoi, on peut combattre l'algorithme si on s'y met tous. Après, et si on est le joueur du grenier. Vu comment la vidéo commence, parce que le mec commence la vidéo, il dit j'aimerais que YouTube crève quoi. Donc c'est. Ouais. Est-ce que tu peux juste rapprocher un tout petit peu le micro d'Hugo? Ah merde, on n'entend pas assez Hugo. Merci. Merci, tu vois, il y a Léo qui nous écoute. Ah bah ouais, non, c'est qu'on n'a pas trop regardé le chat, du coup, si vous l'avez dit dans le chat. Ah pardon, un peu plus proche du micro. Ouais, voilà, pardon. là, ça sera mieux, là. À la télé, il y a des reportages sur le grand allemand à moustache et des pubs. Oui, mais par exemple, devant une vidéo sur les horreurs de la guerre de 40, il y a des pubs qui pourraient marcher. Si je vends justement, par exemple, une collection d'encyclopédies Deuxième Guerre mondiale, ça serait parfait. Ça s'appelle du ciblage, ça. Moi, je te parlais du vendeur de shampoing qui ne veut pas. Donc, en fait, ce que j'essayais d'expliquer... Non, mais est-ce que c'est toutes les pubs qui sont virées du coup de cette vidéo-là, ou est-ce que c'est quelques pubs spécifiques qui ne peuvent pas correspondre à cette vidéo qui sont virées? Parce que si c'est ça va, mais si c'est absolument toutes les pubs sans exception, c'est là où ça pose un problème. C'est là où ça pose un problème. Mais là, on en arrive à une autre chose, et ça rejoint l'article que je faisais tout à l'heure. L'inventaire publicitaire de YouTube est assez pauvre. C'est-à-dire, par exemple, l'encyclopédie de Deuxième Guerre mondiale, ils font pas de pub sur YouTube. En fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre de marques qui font de la pub sur YouTube et qui ont très peur de YouTube, en fait. Ce qu'il faut juste comprendre sur la situation économique de YouTube aujourd'hui, c'est que les annonceurs, ils sont comme ça. Ils ont peur des scandales autour de YouTube. Il y a eu plein de bad buzz. Il y a eu des vidéos, on a des gens attendent que ça, de voir une marque devant une vidéo avec un mec qui fait un trash, quelque chose de trash et dire ah bah bravo L'Oréal, vous sponsorisez tel mec qui dit tel truc. Tu vois, Internet est tellement à l'affût aujourd'hui des bad buzz et d'associer des marques à des influenceurs pour créer des bad buzz que les marques sont comme ça. Donc la situation, elle est compliquée en fait. Qui vend des collections d'encyclopédies en 2021 ? C'est ça la vraie question. C'est pas faux. Mais ça marche, il y a encore des mecs qui vendent des monnaies aussi de la Deuxième Guerre mondiale, les fameuses pages de catalogue. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est de trouver la limite. En fait, alors, je pense que Frédéric a complètement raison. Alors, juste pour en arriver, il veut faire un procès à YouTube en disant il y a trop de censure. De censure commerciale. Et c'est ça, tu vois, moi, c'est de la nuance qui manque dans ce débat. Il y a une différence pour moi entre censurer comme un État dictatorial qui censurerait en t'interdisant de dire certaines choses. Ouais, ça c'est en fait ça c'est pas le cas. Ce qui est le cas, c'est la censure et un choix commercial d'avoir du contenu family friendly sur YouTube pour y mettre tes annonceurs. Il y a une nuance. Et le problème, c'est qu'en plus, en France, dès qu'on agite le mot censure, on a une vision d'un comité de censeurs YouTube qui dit « Oh là, un téton. Oh là, il a 10 bits. Ban !» Non. Et c'est pour ça que je veux juste défendre un tout petit peu YouTube. Pas plus que ça. Hein. Mais YouTube, en gros, c'est une plateforme qui, pour financer la diffusion de toutes nos vidéos, est obligée de vendre des espaces publicitaires, de vendre des vidéos qui acceptent ces publicités, parce que les annonceurs, c'est presque les annonceurs qu'il faudrait attaquer. En fait, c'est un peu les annonceurs qui contrôlent YouTube. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais par contre, du coup, j'ai une question. Est-ce que la chaîne, tu dois connaître Mamie Twinks, eux, ils font des histoires de guerre. Ils parlent directement de la guerre et ils montrent des images d'archives et tout. Est-ce que eux, ils sont censurés comme ça ? Bah, souvent, ils se font démonétiser parce que en fait, il faut comprendre qu'un annonceur, il arrive avec sa pub de shampoing. Bonjour Monsieur L'Oréal, on vous a pas oublié. Monsieur L'Oréal arrive et il va taper dans ce qu'on appelle un truc programmatique de publicité. C'est dans le back-office de YouTube. Il va dire, je veux que ma pub passe auprès de telle catégorie de gens qui habitent là, tel âge, machin. Et j'exclus toutes les vidéos qui ont le mot-clé guerre, inquiétude, haine, baston. Voilà, il va avoir une liste de mots-clés où il veut pas que sa pub de shampoing qui est là pour te rappeler que les fleurs, c'est joli dans les cheveux, il veut pas, et c'est son droit. Putain, t'es un fabricant de shampoing,
t'as le droit quand même de dire je Ouais, veux mais en pas fait- que mon en fait, shampoing le- apparaisse devant une vidéo de guerre. Bah, le souci, c'est juste qu'il n'y a pas assez d'annonceurs. C'est-à-dire qu'il n'y a que des gros annonceurs qui veulent tout lisser un maximum, mais il n'y a pas assez de ciblage. S'il y avait Tu du as ciblage, compris. j'ai tout En compris. fait, Voilà. En fait, le problème qu'a le joueur du grenier, en tout cas moi c'est mon interprétation, et si jamais Frédéric voit ça, n'en prend pas ombrage parce que c'est juste une analyse. Aujourd'hui, YouTube il a le même problème que Facebook et j'en ai parlé tout à l'heure. Ils ont des mineurs qui regardent des vidéos qu'ils ne devraient pas regarder. Il y a eu des très gros bad buzz il y a 2-3 ans, je sais pas si tu t'en souviens, et les annonceurs se sont barrés en Ah, mais disant... c'était pas le truc avec Des le mineurs ont vu des Si, pubs, si, des vidéos avec nos pubs dessus, Gamepod. Ouais. et c'est Et donc, scandaleux, on va associer machin. la pub à la vidéo. Du coup, l'annonceur, il a fait, moi, je dégage de YouTube. YouTube, je l'avais expliqué dans une vidéo, c'est un équilibre très fragile entre le prix de la diffusion YouTube et les revenus publicitaires. Donc, le truc le plus important pour YouTube, c'est ni les créateurs, ni les viewers, c'est les annonceurs. Mhm. Ça, il faut bien comprendre comment ça marche. YouTube s'inclinera toujours devant les annonceurs, comme une télé, comme n'importe quel média. Ouais, ouais. Voilà. YouTube n'est pas là pour diffuser la parole des gens en toute liberté. C'est pas une radio libre, en fait. C'est vrai. YouTube. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des chaînes comme Le Joueur du Grenier, qui ont une grosse audience quand même de moins de 18 ans. YouTube aimerait splitter les moins de 18 ans et les adultes, ne serait-ce que pour une organisation publicitaire des deux trucs. Quand, en théorie, un moins de 18 ans ne devrait pas tant pénaliser que ça les views d'une vidéo. Et d'ailleurs, la preuve, la vidéo a fait beaucoup de vues, la version censurée. Ouais, ok. Ouais, non, c'est Mais- la limite. Le fait que elle a fait beaucoup de vues parce que Frédéric a annoncé aussi son combat. Il a fait de la publicité Ouais, puis autour ça, du ça problème. fait de l'hype autour de la vidéo. Et Mais voilà. je peux te dire qu'une vidéo de moins de 18, Ça fait rien. tu perds énormément de Ouais. vues parce que c'est là que tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de minots qui regardent YouTube et même une grosse majorité de gens de moins de 18 Donc, il y a ans qui plus- regardent YouTube. C'est-à-dire qu'il y a plein d'annonceurs qui veulent mettre leurs annonces sur des. Enfin, qui ciblent des moins de 18 du coup. Non. Non, en fait... Dans le piège. Mais ouais, non, Ah. non, mais non. Merde. C'est là où ça se complique. Mais qui paye les annonceurs, c'est bien nous, le consommateur. Non, t'achètes leurs produits, c'est différent. T'achètes ou t'achètes pas leurs produits. Le problème des enfants, on l'a expliqué tout à l'heure dans un article. Les enfants, ils n'ont pas une thune Mhm. et ça pose des problèmes. Parce que justement, il faut les protéger. Donc, ils ont des mauvaises influences et tout. Donc, en fait, les annonceurs poussent YouTube à créer YouTube Kids pour mettre les enfants de côté pour que les annonceurs puissent mettre plus de pubs sur Sur YouTube. Kids. Mais ce split, YouTube a du mal à le faire parce que si on enlève les enfants complètement de YouTube, les audiences chutent drastiquement. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, une grande majorité des viewers YouTube ont moins de 18 ans, voire moins de 13 ans. C'est un problème compliqué, mais j'essaye de l'expliquer parce qu'en fait, il faut remonter à la source je de comprends, tout, le- c'est l'argent des annonceurs. En fait, le truc qui est chiant, c'est que du coup, les youtubeurs, actuellement, ils vont être obligés de devoir lisser à mort leurs vidéos. Ils doivent tout laisser, ils doivent enlever chaque petit truc qui pourrait être susceptible de faire cette C'est monétisation. exactement ce que j'avais C'est ça. dit il y a 5 ans quand j'avais dit une partie de YouTube Ouais. Non, mais va c'est se ça. TF1iser. Non, mais il faut. Regarde TF1, ils font un contenu, c'est comme McDo. Ils font un truc qui a une saveur qui plaît vaguement à tout le monde, mais sans C'est aspérité. pas dingue, quoi. C'est pas dingue, mais c'est pas mal. Mais Et ça c'est un passe. goût de revenez-y. C'est ça. C'est exactement comme une émission de TF1 ou une vidéo Je mange bleu. C'est Il y a la ref. une vidéo qui a pas de parti pris. On regarde ça pour s'abrutir le cerveau en rentrant du boulot. Je rigole un peu bêtement, mais ça me va. Et c'est un contenu majoritaire. C'est un contenu que les gens veulent regarder, ça. Et ça passe sans problème avec la pub. C'est fait pour la pub. Et ça, j'avais dit il y a 5 ans que les youtubeurs ne seraient jamais censurés, mais qu'ils allaient se censurer eux-mêmes pour plaire aux annonceurs. Et c'est exactement ce qui Bah, se c'est passe. ça, c'est ça. c'est Et le ça. joueur du grenier, quelque part, a un petit côté Don Quichotte, le prend pas mal, mais il se bat contre un système que les créateurs eux-mêmes Ok, acceptent. Je veux gagner de l'argent avec ma création vidéo. Je conforme mon contenu à l'attente des annonceurs. Les annonceurs ne veulent pas du contenu polémique. Les annonceurs. Alors, là où il a raison, c'est que
En fait, il dit, mais c'est une censure qui vient des États-Unis qui est ridicule. La censure ne vient pas de YouTube, encore une fois. La censure, en tout cas, le gros de la censure, vient des mots-clés choisis par les annonceurs de YouTube, qui placent leur pub dans YouTube. C'est eux qui veulent pas qu'il y ait un morceau de téton. C'est eux qui veulent pas qu'on parle de femmes. Parce que ça crée des polémiques et ça crée une mauvaise ambiance. C'est eux qui veulent pas qu'on parle de genre, c'est eux qui veulent pas qu'on parle de vaccins, c'est eux qui veulent pas qu'on parle de ça, de tous ces sujets, parce que c'est des sujets anxiogènes, et une publicité ne fonctionne jamais sur un sujet anxiogène ou polémique. De toute façon, du coup, c'est quoi sa marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'il peut faire? À part le procès, à part tout ça, là? Je veux dire, ou à part, je sais pas moi, créer un autre business à côté qui lui apporte une source de revenus et qui fait qu'il peut s'en foutre de la monétisation. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les créateurs de contenu. Ouais. Parce que, alors je sais, hein, dans la chatroom, certains vont nous dire, merde, on est carrément en retard, ils vont nous dire, ah ben il y a qu'à aller sur Dailymotion ou aller sur FreePeer ou machin. Ou alors avoir un sponsor qui couvre les frais de la vidéo, plus. Mais un sponsor, il paye pas pour pas être vu. Ah oui, non, ouais. C'est un annonceur, un sponsor. C'est vrai. En fait, je pensais à l'argent, je pensais pas au nombre de vues là. Mais oui, mais il y a un truc, et ça je le constate chez plein de youtubeurs. Les mecs ne comprennent pas ce qu'attend un annonceur. Et à quoi ça sert un annonceur. J'ai entendu de mes oreilles des jeunes youtubeurs de me dire, de toute façon les annonceurs ils sont là pour nous filer de la thune. Et je leur dis, mais pourquoi ils te fileraient de la thune? Pour être dans ma vidéo. Non mais au final, pourquoi un annonceur il donne de l'argent à un youtubeur? Est-ce qu'il a quelque chose à y gagner? Oui, en vendant des choses. Ouais. D'accord. Donc, tu dois obéir à ses contraintes, entre guillemets. Oui, je suis d'accord. T'es d'accord? Je suis totalement d'accord. Bon. Faut gagner plus côté Twitch. Mais Twitch, ça va être le même problème. C'est juste une question de timing. Ces plateformes se font connaître. Mais c'est comme la radio libre. La radio libre, toi t'as pas connu, t'étais pas né. Mais la radio libre, elle a été libre au début. Et maintenant c'est Skyrock. Skyrock Energy, c'était des radios libres au début. D'accord. Maintenant c'est juste des grosses machines publicitaires qui font un contenu aseptisé pour plaire aux annonceurs. Se lycée, tout ça. Est-ce que c'est triste? Oui, d'un certain côté. Mais c'est comme ça que marchent les choses. Donc ton pronostic, c'est que Twitch, ça va finir après pareil. Oui. En fait, c'est la marche des choses, en tout cas dans le capitalisme moderne, et c'est là où il faut s'adapter. Qu'est-ce que je conseillerais aujourd'hui aux joueurs du grenier, et qu'est-ce que je conseille à moi aussi, parce que je suis dans le même bateau? Diversifier sa source de revenus. L'appel à la contribution aux communautés doit être une forme de militantisme aussi. Les fans du joueur du grenier, puisque vous défendez si fort la chaîne Le Joueur du Grenier, en le poussant à faire un procès à YouTube et tout ça, vous pouvez être aussi une pièce de l'existence et de la libre parole des chaînes que vous aimez. Et pour ça, oui, ça passe par la contribution. Il n'y a pas 36 000 solutions. En gros, le système publicitaire lié à la gratuité qui vous permet de consulter du truc gratuit, ça va pas sans contrainte. Et la contrainte, c'est de produire du contenu qui plaît aux publicitaires. Si tu veux faire un contenu hyper rebelle, tu fais un fanzine. C'était autrefois, les fanzines, c'était des magazines. Ils savaient, les mecs, qu'ils allaient vendre à très peu de monde. Et qu'ils allaient avoir aucune publicité. Ouais, okay. Donc, le fanzine était vendu très cher. Moi, je me souviens, j'avais des fanzines de jeux de rôle, au début où le jeu de rôle, personne connaissait en France. Alors, tu veux dire fanzine? Fanzine, oui. Ouais, fanzine, ok. Ouais. Fanzine, pardon. Et le truc coûtait très cher, donc il y avait une forme de contribution. Moi, je l'achetais aussi pour que ce mec puisse faire du contenu à une toute petite frange et en vivre. C'est ça. Moi, je pense que je ferais pareil, diversifier les sources de revenus, demander à la communauté de soutenir. De toute façon, je pense que Joueur du Grenier, pour être moins dépendant de YouTube, il faut rester sur YouTube. On n'a pas le choix, on ne peut pas diffuser ailleurs que sur YouTube. Mais il faut s'indépendantiser des revenus YouTube. Exactement, et même des revenus des sponsors. Il faut jouer sur plusieurs tableaux, en gros. Moi, je pourrais pas me passer des sponsors. Je pourrais pas me passer de la pub YouTube. Je pourrais pas me passer de l'affiliation. Et je pourrais pas me passer des contributeurs. Mais si je perds un des 4 piliers, je tombe pas tout de suite. Ouais, d'accord. C'est ça l'idée. Je boite, je me casse un peu la gueule. Je suis un peu comme le marcheur dans l'Empire contre-attaque. Tu sais. Mais je tombe pas tout de suite.
Je vais lire. Effectivement, on vous a pas beaucoup lu, hein, désolé. Hein. Malheureusement, le combat du joueur du grenier est perdu d'avance. Non, pour moi, il l'a gagné d'avance parce qu'il a mis la lumière sur un problème. Je trouve juste qu'il faut plus d'explications parce que réduire la situation à le joueur du grenier se bat contre la censure de YouTube qui censure parce que la morale américaine, ce n'est pas comprendre les mécanismes qui sont des mécanismes financiers et publicitaires en fait. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi pour. Ben voilà, pour décrypter. Pour expliquer. C'est Hugo Décrypte en fait. Mais version Lidl, tu vois. Ouais, le merch, honnêtement, les fantasmes sur le merch qui est un bon business model, le merch n'est pas un très bon business model, même pour des gros youtubeurs. Je connais pas ou peu de chaînes YouTube qui ont fait leur business sur du merch. Le merch, généralement, ou alors on lance une marque indépendante et elle vit sa vie, genre, comme a fait Squeezie, ouais. Moi, c'est très bien. Mais le merch, les fans qui achètent des t-shirts, ça rapporte assez peu d'argent parce que c'est un seul achat. C'est pas un revenu régulier. Ouais. C'est pas un super business. Hein. Merci Taguerifique pour le Prime. Merci beaucoup. Pour Twitch, ça commence déjà. Je crois qu'ils veulent mettre en place le safe stream. Ben oui. Twitch, c'est juste une question de timing, hein, mais ça va être pareil. Hein. Est-ce que je vous ai amené, ou alors est-ce que je vous ai compliqué les choses? Vous avez rien compris à ce que j'ai expliqué, mais est-ce que certains voient un peu les choses un peu différemment maintenant? Moi, j'ai tout compris. Absolument tout compris. Le camp de fac, on va pas avoir le temps. Hein. Il n'y aura pas de camp de fac aujourd'hui. C'est aussi triste aussi en musique de voir que les producteurs sont devenus des vrais esclaves algorithmes. On est aussi pour quelque chose dans ce problème. Moi, je le dis depuis 2 ans. Arrêtez de cliquer dans cette putain de colonne de droite. Résistez à l'algorithme. Choisissez ce que vous regardez sur YouTube. Pétez l'algorithme. Pétez-lui les genoux à l'algorithme. On peut le faire. Mais vous êtes des gros flemmards. Et vous faites vidéo suivante. Mais moi aussi, hein. Je me moque, mais je suis pareil. C'est un peu sur Netflix quand tu passes au suivant. J'ai la flemme de choisir. J'ai la flemme de chercher. Mais résistons à l'algorithme. On va créer un mouvement là. Les gens vont plus cliquer. Voilà, désactivez et dites à YouTube d'arrêter de vous recommander de la merde aussi. Vous n'êtes pas des merdologues. Et la caméra, elle est attachée sur l'écran. Et chaque fois que je tape, ça vibre. Ça la fait descendre un peu plus à chaque fois. Des merdologues. T'as pas vu le sketch de Blanche Gardin sur les merdologues? Tu sais, c'est des gens qui regardent des merdes à la télé en disant « C'est tellement merdique cette émission, c'est génial, mais c'est vraiment de la merde. » Et t'as envie de lui dire « Mais pourquoi tu regardes cette merde ? T'es pas un merdologue, quoi. » C'est un peu c'est les gens, non mais, je regarde juste pour critiquer. Mais arrête de regarder les anges et dire je regarde pas les... je regarde parce que je critique, parce que voilà, c'est mais voilà, mais c'est pour me rendre compte. Un regard, c'est un vote. Un merdologue, ok. Non, un regard, c'est un vote. Tu regardes une merde sur YouTube en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça devrait pas exister. » Tu lui mets même un thumbs down. C'est comme si tu avais voté pour lui. Tu l'encourages à faire son contenu. Ignore-le. Le mauvais contenu, ignorez-le. Arrêtez de regarder de la merde. Et je m'inclus dedans. Hein. En mode toute modestie. Si vous estimez que notre chaîne, c'est de la merde, arrêtez de nous regarder. Vraiment. Et c'est l'instant Blanche Gardin. On a un générique pour ça. Bon, ok, désolé les anciens, je me répète un peu. Mais mes arguments changent pas. Hein. Non, mais le meilleur moyen de montrer votre désapprobation à un créateur de contenu, c'est de l'ignorer, vraiment. Si vous ragez contre lui dans les commentaires, vous lui mettez des thumbs down, vous le clashez dans Twitter, vous ne jouez que son jeu. Il y a un truc que craignent tous les influenceurs, c'est l'indifférence. Par contre, il y a plein d'influenceurs qui ont compris qu'en vous énervant, en vous offusquant, ils faisaient plein de vues. Ça fait parler. Ah ben oui. Ça fait de l'interaction, YouTube, il aime. Exactement. Quand est-ce qu'il va placer le caca de singe? Je le garde pour une prochaine fois. Putain, ça je me souviens ça. Et là, moins de 80% de vues sur Nowtech. Écoute, il y a une partie de moi qui effectivement pleurera tout seul dans son coin, mais il y a une autre partie de moi qui fera « Ok, bah au moins les gens m'ont montré qu'ils aimaient pas ma chaîne, qu'ils la regardaient pas par mépris ou juste pour se moquer de ma chaîne, et j'ai la juste rétribution de ce que je produis. » C'est ce que je produis. Voilà. Et j'arrête. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais, Jérôme?
Je sais pas, j'ai plein d'options. Je sais pas, je vendrais des places pour Blanche Gardin. Au guide touristique. Créons les gilets jaunes anti-algorithme. Non, mélangeons pas tout. Mais faites le mouvement anti-algo. Sérieux, moi j'essaye de le faire de plus en plus. Bah, j'essaye aussi. Hein. Je ne regarde plus la colonne de droite, je l'ai enlevée là où c'était possible. Essayez de ne plus cliquer sur les recommandations de YouTube. Luttez contre le système. On va se sentir résistant là dès qu'on va ne pas cliquer sur une vidéo. Joueur de New World n'est pas une option valable. Non, ouais, je pense pas. C'est abuser le mauvais contenu qu'il peut y avoir. YouTube ne censure pas, mais il laisse passer beaucoup de choses vraiment limites, drama, qui dénigrent les personnes notamment. YouTube laisse passer quand même beaucoup de choses que vous regardez. Encore une fois, quelque part, la censure, c'est vous qui l'a créée. En regardant le contenu que vous regardez. Je vous parle au sens large. Je te parle pas à toi, Kevin ou Jacques. Ou Christophe. Ou Christophe. Hein, ou Sébastien, que je vois là-bas au fond, qui dort un peu. Je parle de vous en général. YouTube nous donne aussi... L'algorithme, il est programmé pour nous nourrir. Nous sommes comme des veaux cherchant un pis à téter. Non mais faut le calmer, hein, mais dites-le dans la Je suis à fond là ce soir, je suis à fond. YouTube est une vache et nous sommes des veaux tétant voracement à son sein. Ça y est, on m'a perdu. Ah ouais, là. Bref, résistez à la vache. Faut nommer le live. Résistons à la vache. Il fait chaud à Paname ce soir. Et pourtant, hein, tu t'es témoin, hein, il n'y avait que la boisson sans sucre dans mon mag. Hein. J'ai rien bu d'alcoolisé. Hein. Encore heureux. On peut garder le caca de singe, le pied à téter, je suis pas sûr de pouvoir tenir. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même une bonne image. Nous tétons du contenu. Bah oui, c'est ça. Bah oui, et puis on en fait encore plus après. Et on nous propose un pi dans la colonne de droite et nous on est là. J'espère qu'ils ne vont pas faire de screenshot ou... Ah c'est bon, je crois qu'il y a quelques shorts qui vont sortir. Ah c'est le mug de l'été. Hein. C'est le mug de l'été, on se détend. Hein. À ton avis, mais comment YouTube gère Adblock ? Honnêtement, en fait, Adblock est surtout un problème pour les créateurs de contenu tech. Je vais être honnête. Aujourd'hui, oui, parce que le grand public se sert pas vraiment de Adblock. Il y a que les gens qui s'y connaissent un peu en tech qui mettent. Donc c'est un gros problème pour tous ceux qui créent du contenu tech, les Adblock. Mais pour le reste du contenu, c'est-à-dire les gens qui unbox des packs, des cartes Pokémon, eux, ils n'ont pas de problème d'Adblock, quoi. C'est Twitch qui vont vous censurer, c'est clair. Suis-je la seule à utiliser Adblock, mais qui a quelques pubs Ah, on va pas partir sur le débat d'Adblock parce que je suis là encore dans une heure. Hein. Ah là là, mais vous comprenez bien en fait. Adblock, problème financier, YouTube, joueur du grenier. En fait, remontez toujours les flux financiers. C'est là que vous allez comprendre les choses. En gros, le problème du joueur du grenier, il est légitime. Et le fait qu'il fasse un procès à YouTube, c'est légitime. Et vraiment, je l'encourage à le faire, ne serait-ce que pour faire bouger les lignes. Mais si on résume le problème à YouTube méchant qui censure le joueur du grenier, on n'a pas compris les tenants et les aboutissants du problème. Le joueur du grenier est une entreprise. YouTube est une entreprise. Les deux cherchent à faire du business. Ils n'arrivent plus à faire du business ensemble. Pourquoi ? Parce que le business de YouTube vient des annonceurs qui ont des demandes. Ces demandes, ce n'est pas de la censure. On pourrait appeler ça une forme de censure commerciale, mais c'est plutôt les annonceurs, et légitimement, demandent à ce que leur pub passe devant du contenu qui soit hyper friendly, hyper lisse, pas du tout polémique, machin.
Donc, il y a un problème peut-être de promesse de la part de YouTube en disant j'héberge vos contenus et vous allez pouvoir vivre de YouTube. Non, la promesse de YouTube aujourd'hui, c'est j'héberge votre contenu, tu peux en vivre si tu fais un contenu lisse qui correspond à mon inventaire publicitaire. C'est ça le vrai YouTube d'aujourd'hui. C'est ça en fait. Bon, sur ce, il est 18h50, on a pulvérisé, je pense, Putain, le record. il est déjà 18h50. Il est 18h50, je devais arrêter à 18h30. Il n'y aura pas de cornfac. Je crois que nous sommes pas très loin du record du mug le plus long du monde. C'est combien le mug le plus long? Je sais plus, c'est Guillaume qui a le record pour l'instant. J'ai 21 ans, Esteban Alexander. Ah, putain, mais tu protèges pas ta vie privée, toi. Et j'ai 22 ans. Et j'ai 22 ans. D'ailleurs, souhaitez-le moi tous, j'ai 22 ans dans quelques jours. Là. Putain, Dimanche. c'est pas vrai. Dimanche, ouais. Ah Je ouais. vais prendre un coup de vieux là. Ouais. Putain, c'est fou. Est-ce qu'il y a encore les liens pour retrouver Samuel, si t'es encore là, les mugs de l'été ne comptent pas. C'est quoi le record actuel? Je veux battre le record. Oh putain, la modération a décidé que les mugs de l'été étaient hors concours. 24 heures de mugs pour l'été. Non, là, en plus, j'ai plus de salive. Quand tu penses que c'est justement le joueur du grenier qui a rendu populaire les sponsors en début de vidéo. Oui, enfin ça n'a pas été le premier non plus, mais c'est vrai qu'il a popularisé le truc. Mais c'est vachement intéressant ce qui se passe avec cette histoire. Frédéric, tiens bon, et nous, Naotech, on est à fond derrière toi, mais ça peut être intéressant aussi, et si d'ailleurs quelqu'un de ton équipe, parce que toi tu n'as probablement pas le temps, mais veut venir en débattre avec nous, voilà, qu'on pose à plat aussi les problèmes financiers par rapport à ça, et quelque part, nous, les créateurs de contenu, on fait un peu notre potager dans le jardin du voisin, chez YouTube. Les règles du commerce sont à redéfinir avec YouTube. Et je pense qu'actuellement, le plus gros problème n'est pas un problème de censure, c'est un problème de clarté, en fait. YouTube n'est pas clair c'est parce qu'on sait pas, sur en fait. ce qu'il attend de nous, et ce que les annonceurs attendent de nous, et ce qu'on peut faire qui peut rapporter de l'argent, et ce qu'on peut faire qui va pas rapporter d'argent. En fait, c'est un peu comme la loterie, c'est que les créateurs postent des vidéos en essayant de flouter un max de choses qui correspondent pas, mais en fait, on sait pas. On sait pas. Et savent pas si ça va être c'est censuré ou non. hyper stressant. C'est hyper frustrant. même. C'est hyper stressant. C'est le gros problème. Il y en a un qui me dit bon anniversaire, j'espère que ça porte pas malheur en avance. Ah non, Oleg, j'ai pas promis qu'on ferait une vidéo avec les gens du joueur du grenier. J'ai fait une proposition amicale en tendant une main qu'ils ne verront probablement jamais. Mais si quelqu'un de l'équipe du joueur du grenier, même si c'est le directeur financier de l'équipe du joueur du grenier qui veut venir en parler, ça peut être intéressant. Le classement des mugs de l'été sera en post sur Discord demain. Ok, bah je pense qu'on en tient une bonne. 18h53, c'est pas mal, Hugo. C'est comme si je donnais des jeux de société sans les règles. C'est un peu ça, c'est un peu stressant. Sur ce, j'arrive plus à m'arrêter, donc il faut vraiment qu'on s'arrête. On va faire un petit raid pour arrêter. On fera un cornfac une autre fois. On va lancer un raid qui est en train de faire quelque chose d'intéressant. Putain, c'est quoi ce bug là? T'as vu? La fenêtre apparaît pas. Ah ouais, c'est Fall Guy. Putain, tout le monde est sur Fall Guy Ultimate Knockout. Hein. Chez qui en petit créateur, j'ai pas grand monde. On va peut-être aller voir chez Twitch même. Attends, j'ouvre un nouvel onglet. Putain, un live de 2 heures. On a dépassé les 2 heures. Ah ouais, là on a fait très fort. Enfin, toi surtout, moi je t'ai rejoint qu'à la fin. Ouais, mais bon, on fait plus qu'un live par semaine. C'est frustrant. Ah bah là tu te défoules. Hein. Ah, je me suis défoulé. Qui fait quoi là en ce moment? Bah, Hard Disk, il est là. Eh ben, on va aller chez... Attends, je vérifie, je fais un refresh. Je vais vous envoyer chez l'ami Hard Disk, bien évidemment. Lancer un raid. Hard Disk, il apparaissait juste pas dans ma liste. Hard Disk Live, Just Chatting. Il est en train de faire justement Patron Incognito, qui a l'air d'être une émission, et il fait des commentaires dessus. Allez, je lance le générique de fin. Il est où le générique de fin? Putain, Guillaume, tu l'as foutu où le générique de fin? Ah voilà, il est là.
Je lance le générique de fin. Ciao tout le monde. Ciao. Et rendez-vous au prochain mug mercredi prochain. Et vendredi, je ferai du New World ici. Ciao tout le monde. Ciao. Bisous. Soyez bons, soyez forts.